Aujourd'hui, on parle de Molière parce que 400 ans, 400 ans, 400 ans. Et on va essayer de dire que Molière, c'est un peu plus que ça. On va essayer, mais je pense qu'on va y arriver. On va y arriver ? Oui. Je suis avec Claire. Je donne ton nom ? Vas-y. Claire Poisson. Comédienne, moliériste, metteuse en scène, artiste, écrivaine, dramaturge. On y arrive. Ça te va comme intro ? Ça me va. Bon, on a Claire, ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés en passant la Greg. Ouais. Ou dès le master. À Greg. C'est à Greg. Ouais. Et en plus, premières à Greg pour moi. Ah oui, c'était ta première année, ouais. Donc c'est dès la première année ou moi c'était déjà ma deuxième ? Je crois que c'était déjà ma deuxième année d'Agreg. C'est possible. Ouais. Et bon, ben en fait, t'es pas prof quoi. Non, ça m'a saoulée. Pardon. Je pense que t'es pas vraiment faite. Non. L'enseignement, le contact, ça pourrait. J'adore enseigner, mais c'est clairement, je suis pas douée pour les concours. Mais il y a un truc qui est quand même super marquant avec toi, et ça va vraiment être notre point de départ, c'est que t'es une fan de Molière. Est-ce que j'oserais dire que tu sors de l'école des fans ? Bien joué. Mais je vais pas vous chanter une chanson. Non. Remarque, je pense que tu chantes pas trop mal. Hein. Ça va, il paraît. Maintenant, je suis tentée. Mais, alors, je sais pas, on va commencer par le commencement. Comment peut-on être fan de Molière au XXIe siècle ? Alors, comment peut-on être fan de Molière Trollesque au possible. J'avoue. Bah, moi, ça m'est un peu tombé dessus. J'étais en 5e, comme à peu près tout le monde. Au collège, j'ai étudié Le Médecin malgré lui, parce qu'au collège, il faut étudier Molière, et c'est une des plus accessibles. Donc je pense qu'on est tous passés par Le Médecin malgré lui. Ouais, par une des farces de Molière, 6e ou 5e. Voilà, c'est ça. Et en général, tous les CDI ont Le Médecin malgré lui, donc tout le monde passe par là. Et en fait, étonnamment, j'ai adoré, j'ai eu cette sensation de familiarité, c'est assez bizarre. Je me suis tout de suite sentie... Pourtant, t'étais pas malade Ah oui, non, ça allait très bien. Ouais, voilà. Et en fait, non, cette pièce m'a profondément marquée. Je me suis sentie à l'aise. Je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de lire. Je sais pas, ça correspondait à ce que j'attendais du théâtre. Voilà, ça c'est... Parce que t'allais déjà au théâtre avant, pas spécialement ? Alors pas trop, je pratiquais le théâtre en tant que comédienne amatrice depuis l'âge de 9 ans, donc je faisais des petits ateliers, mais comme une habitude. Je jouais quand même les trucs qu'on joue quand on a 9 ans, donc pas Molière, clairement. Non, c'est trop tôt. Voilà. Et donc j'avais déjà un petit peu une habitude de lire du théâtre, d'en jouer, mais là en lisant Le Médecin malgré lui, je me suis dit mais c'est ça que je veux lire en théâtre, que je veux jouer et donc t'as lu. C'est parti. Voilà, et l'été suivant, je me suis débrouillée pour me procurer le plus de pièces possibles de Molière. Alors faut situer quand même que j'étais au fin fond de la Cambrousse, qu'on n'avait pas Amazon à l'époque, c'est pas plus mal, mais bon, voilà. Non, c'était pas si facile, quoi. Voilà, donc en fait, pour avoir ne serait-ce que Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade imaginaire, les grands classiques... C'est celui que je t'ai donné, Le Bourgeois gentilhomme. On va montrer les mugs dédiés. Voilà. Peut-être qu'on les mettra en miniature, tu vois. Et pour le coup, avec la représentation de la pièce. Je t'avoue que je me suis gardé Les Femmes Savantes. C'est mon mug quotidien quand je suis à Bordeaux. Moi, les Femmes Savantes, ça me fait vraiment rire de boire dans Les Femmes Savantes. Je l'ai joué plusieurs fois. C'est vrai. Ouais, j'ai fait une Philaminte et j'ai fait une... comment ça s'appelle ? Ah, ça y est. La Tata... Bélise. La Tata un petit peu érotomane. C'est quoi le mieux ? Ah, Bélise. Ça, on pourra en parler aussi, c'est que ce qui est bien chez Molière, c'est que on peut avoir le premier rôle, il y a de quoi s'amuser. Le moindre petit rôle... Tu t'éclates quand même en tant que... et Bélise, c'est pas le premier rôle, mais il y a une telle folie... Voilà. On sent que c'est un comédien qui a écrit, quoi. Alors, on va revenir à ta découverte de Molière, après on dira c'est quoi lire Molière, c'est quoi étudier Molière, c'est quoi jouer Molière, c'est quoi mettre en scène Molière. Il y a trop de choses à dire. Bah ouais, mais c'est parti, on y va, quoi. Voilà, donc oui, dans ma découverte de Molière, faut imaginer une gamine de 11 ans qui se débrouille au fin fond de la Cambrousse pour aller dans tous les centres Leclerc du coin. Tu me diras, heureusement que c'était pas Jean-Luc Lagarce, parce que c'est plus difficile. Ouais, heureusement que j'ai pris quand même un gars un peu connu. Et donc voilà, j'ai dû galérer pour essayer de trouver, avec tout le monde qui me regardait un peu bizarrement en disant qu'est-ce qu'elle nous fait, elle craque là, c'est quoi son délire de Molière. C'est ça, et tout le monde qui me disait ouais mais ça va te passer, c'est une les gens grinçaient des Molières. Bien joué. C'est pas moi, c'est Louis Lapointe. Ah ouais. C'est La Misanthrope. Tu la connais pas la chanson La Misanthrope? C'est une chanson avec que des titres de Molière, elle est adorable. Ah non, moi je connais La Misanthrope. D'accord, je connais Le Petit Chat est mort de Renaud. Ah, et puis il y a La langue de Molière des vulves assassines que j'ai partagé pour les 400 ans. Bah, ouais, on va faire une playlist Molière. Ouais, j'avoue, playlist Molière, grave. En plus. Donc voilà, et donc tout le monde se disait que c'était une petite folie de passage et que ça allait s'arrêter. En fait, puis bon, elle est contente de lire Molière, on va pas l'empêcher.
C'est ça, puis tout le monde me disait ouais c'est bon, tu te donnes un style, machin, tu cherches ton identité comme on fait tous au collège. Oui, il y en a ils sont gothiques, d'autres ils sont fans de Molière. C'est ça, et on s'est dit bah elle fait vraiment les choses bizarrement mais elle cherche son truc. Et en fait bah c'est resté. C'est allé Parce qu'elle fait vraiment les choses bizarrement. Voilà, en vrai c'est vraiment moi. Et bah c'est allé jusqu'à me faire tatouer la signature de Molière dans le dos. Et je confirme, je l'ai vu. Ouais. Voilà, c'est... Ouais. Je sais pas si tu veux la montrer, t'es pas obligée. Allez. Ah, ça allait dès le début, boum. Comme ça c'est fait. Claire nous dit tout. Non mais il y a quelque chose d'un peu amusant. Je pense que... Alors, hop, je sais là pas, on la voit. Ouais, on la voit. Voilà. C'est génial. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et puis je vais dire, bon bah comme ça... Ça c'est fait. Tu ne prends personne de biais, de face comme de dos, on sait que tu es Molière. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, ma signature est passée au JT de France 3. Donc voilà, à partir de là... Je voulais l'assumer. Ceci n'est pas une exclusivité, un grain de lettres. Voilà, ma signature commence à être... Ouais. Donc oui, ça allait très loin et c'est vrai que... ouais, mis à part les produits dérivés et tout. Du coup, Molière, bon, ça a été l'objet de... 3 Merci mémoires. pour cette révélation Pardon. de tes fesses. Enfin, de ton dos. Tu as beaucoup de dos dans tes vidéos en général. Non, vraiment, je crois que c'est une première. Je suis ton premier dos. Ouais. Voilà, donc... Et donc oui, alors Molière, dans un registre un peu moins trivial, ça a été aussi, outre des tatouages, ça a été 3 mémoires. Donc un en lettres, un en M1... T'as fait études théâtrales? Ouais, c'est ça. Donc nous, on s'est connus juste après mon master de lettres. Donc je sortais d'un premier mémoire sur l'aisance verbale des personnages de Molière, qui était à mi-chemin entre la rhétorique 17e et... de la pragmatique aussi, enfin ouais. sur de la diction en fait quand tu dis aisance Alors verbale. aussi, il y avait le côté, la richesse du vocabulaire, toutes les langues qu'il invente, son faux latin, tout ça. Donc l'aisance, on a vraiment pris ce terme pour que ça soit plus global que simplement la rhétorique. Presque du Rabelais chez Molière en fait. Un peu, ouais, il y a un peu de ça. Et bon, toi qui aimes beaucoup les femmes savantes aussi, bon, on a étudié Vaugelas, et bon, voilà, toute cette dimension. Ah, mais il fallait un peu de pédanterie dans tout ça. Voilà, et puis voir un petit peu, voir un petit peu tout ce que peut recouvrir l'aisance verbale, la vraie, la fausse aisance verbale dont il se moque aussi. Le bluff raté, quoi. Voilà, que ce soit du côté des paysans qui fait parler de manière caricaturale, que ceux qui au contraire font les trissotins, vont inventer, toutes ces langues inventées en tout cas, quels que soient les milieux. Donc là, ça en fait 2 des mémoires. Non, c'est le premier. C'est le premier. L'aisance verbale des personnages de Molière. Ça, c'était le 1. Ensuite, on arrive à mon M1 qui était en études, c'était pas théâtral, c'était, je sais plus intitulé, mais en gros métier du spectacle. Et donc, j'avais étudié... attends, je me paume dans mes mémoires à force. Oui, c'était... Elle a les mémoires qui flanchent. Voilà. Bien joué. Donc c'était... oui, en gros... Je vais cabotiner. Non mais c'est cool, pendant que je cherche les titres, comme ça tu fais des blagues à côté. Doit-on prendre Molière au sérieux? Alors celui-là, il est vraiment très important pour moi, parce que c'était un sujet dont on reparlera avec la Comédie Française tout à l'heure, je pense. C'est-à-dire cette idée qu'on a une dichotomie... Nous, la Comédie Française, on l'aime surtout pour les mugs. Ouais. Voilà. Non, moi, concrètement, j'ai jamais été à la Comédie Française, mais on en parlera après. Ouais, surtout, moi, depuis la génération Eric Ruff, je trouve que c'est pas du tout, moi je m'y retrouve pas. Elle va tacler. Ah ouais, ça va taper la Comédie Française là, attention. Oui. Mais voilà, on est dans une sorte de dichotomie où, moi je le vis travaillant dans le théâtre. D'un côté, on a le théâtre intellectuel ou pour penser ou pour aller plus loin, et le théâtre de divertissement. Je déteste faire des guillemets avec mes mains, mais là en l'occurrence, je ne cautionne pas ce mot. Ça veut dire théâtre de boulevard, comique, enfin, voilà. De toute façon, il y a quelque chose qui est assez marqué dans le discrédit du comique. Ouais. Alors qu'il y a des génies du théâtre de vaudeville, des gens comme Barry et Grady qui ont fait des choses magnifiques, des Marcel Achard, mais non, la comédie c'est nul, bon voilà c'est cliché genré, c'est tout ce qu'on veut, ce qu'on appelle le mon cul sur la commode. Là je dirais même de classe. Ouais, il y a de tout, ouais. Mais voilà, parce genré que... mais surtout de classe, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que là, je trouve qu'on réserve plutôt le rire aux hommes justement, plus qu'aux femmes. Qu'on laisse moins les femmes rire et faire rire surtout. Mais c'est ça, faire rire. Il y a énormément d'auteurs. De manière générale, il y a énormément d'auteurs de théâtre, même actuellement, tout registre confondu. Mais bon, en tout cas, dans le vaudeville, il y a énormément d'hommes, effectivement. Mais il y a quand même eu des génies de l'écriture, de vaudeville. Un Marcel Achard qui lui a fait péter tous les clichés aussi. Barry et Grady, moi j'ai eu la chance d'interviewer Barry, qui est un mec génial, qui était... à son âme, mais bon. Voilà, donc on a vraiment des grands modèles, mais maintenant, dans l'imaginaire collectif, on a ce qu'on appelle le mon cul sur la commode, c'est comme ça qu'on dit entre gens de théâtre, c'est en gros, c'est mon mari me trompe, ma femme est dans le placard, ce genre de truc. Et de l'autre côté, on va réfléchir en mettant du sang sur scène, à moitié nu, dans une atmosphère glauque et sans décor et sur fond noir. Ça, c'est le stéréotype. Donc mon deuxième mémoire, c'était finalement... Festival d'Avignon, quoi. Ouais, tout à fait. Le IN. Oui.
Et donc, mon Et de l'autre côté, t'as les cirques, théâtre de rue, théâtre populaire, théâtre des boulevards. C'est ça. Ouais. Si on le dit avec des lieux, quoi. C'est exactement ça. Et donc, chacun sait dans quelle salle il va. Et en fait, ce mémoire, c'était finalement Molière. Il prête à penser, autant qu'à rire. Et il y a ce côté, finalement, on est dans quelque chose de comique, mais d'intelligent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et comme la Comédie Française, quand même, leur but, c'est de montrer que la maison de Molière, c'est cool et que Molière, c'est un mec cool. Faut montrer qu'il est intelligent. Du coup, s'il est trop drôle, il est plus intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai étudié les mises en scène de Molière par la Comédie Française entre 1990 et 2000. Parce qu'en fait, t'es aussi anti-fan de la Comédie Française. T'es leur némésis. Alors, ça dépend parce que moi, la meilleure mise en scène de Molière que j'ai vue de ma vie, c'est à la Comédie Française par Denis Podalides qui a mis en scène Le Scapin. Il peut y avoir des perles, des choses magnifiques. Par contre, la direction que ça prend, et là, on parlera tout à l'heure du Tartuffe par Ivo Van Hove, qui nous a offert un massacre. Voilà, donc il y a de tout, mais en tout cas, j'ai observé donc sur cette décennie, en tout cas, les penchants, les directions que prenait la Comédie Française, en choisissant, parce qu'il fallait resserrer le sujet, je n'étais qu'en mémoire, il fallait pas rendre 500 pages, les pièces à sujet féminin, donc l'école des femmes, les femmes savantes, voilà. Choisir un sujet quand même, parce que c'est un sujet qui permet, notamment avec la montée du féminisme aussi, de regarder des choses d'un œil sérieux par notre époque qui a quand même plein de choses à dire là-dessus. On remonte les femmes savantes. Voilà. Et donc voilà, voir comment est-ce qu'on peut prendre ce sérieux, ces questionnements réels de notre société, donc qui font écho vraiment aux propos de Molière. Mais est-ce qu'on garde le comique ou comment voilà. Et c'est vrai que on arrive à un résultat. J'ai étudié un mariage forcé quand même dans la décennie années 90-2000. Je saurais plus dire le metteur en scène. Mariage forcé, c'est une petite farce. Voilà, pour ceux qui l'ont pas, voilà, c'est monsieur veut plus se marier parce qu'il se rend compte que madame, elle va peut-être pas être très fidèle et en fait, on force un peu de tiers-livre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que lui, il est tout content, il s'est arrangé son petit mariage et tout, et puis en fait, il comprend qu'elle, elle a l'intention d'être coquette et d'aller un peu à droite à gauche et ça ne lui va pas. S'il est préparé son truc un peu à la Arnolf, quoi, dans l'école des femmes. Et en fait, à la fin, il y a un peu toute la société derrière qui lui pousse au cul, il est obligé de se marier, et il y va en tirant une tête d'enterrement, et c'est ça qui est drôle. C'est ce personnage farsesque qui a essayé de s'organiser son petit truc au calme, et qui se retrouve marié à une fille qui va clairement le faire cocu en 2 jours. Et la version de la Comédie Française, c'est un mec, voilà, avec du sang partout, et c'est limite s'il ne meurt pas à la fin de la pièce. Il y a du sang, il sanglote. Mais ce qui finalement devient extrêmement misogyne aussi, parce que ce qui devait être léger devient grave et devient misogyne. Parce que la faute à qui, du coup voilà. Alors que dans la version, parce que dans le texte, quand même, quand tu le lis, la fille, elle lui dit à plusieurs moments, non mais je vous préviens, je ne serai pas fidèle, moi je veux m'amuser, tout. Donc et c'est lui qui insiste comme un lourd. Donc voilà, donc finalement... En fait, les cartes, elles sont posées et il y va ou il y va pas, quoi. Mais c'est ça. Mais ça en fait une victime, parce qu'après, il est victime de ses sentiments, et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et voilà, il saigne le pauvre homme. Ouais, pour le coup, il y a aussi du misanthrope là-dedans, quoi. Ouais, et donc voilà, donc ça c'est la grande spécialité de la Comédie Française, c'est de mettre du sang et des sanglots et de faire postillonner les comédiens. Ouais, d'en faire du drame en fait. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais étudier avec mon 2e mémoire, parce que je suis bavarde mais on est qu'à 2. Ouais, non mais j'oubliais pas, mais j'ai pas besoin de bosser, je te laisse... C'est la roue libre. Woupoum. Le monocycle. T'es pas en roue libre, t'es en monocycle. J'en fais. Ah, bien sûr. Voilà. Et alors, le 3e Alors, le 3e, je l'avais appelé Dépasser la querelle des anciens et des modernes, parce que c'était un mémoire de Master 2, donc professionnel en mise en scène. Et donc, de mon côté, j'étais à l'époque en train de mettre en scène Les Artistocrates, ma première comédie-ballet, que j'ai écrite donc et mise en scène. Et donc, l'idée, c'était un peu de m'interroger sur ma propre esthétique. On nous invitait à choisir des sujets qui nous invitaient à nous interroger sur ce qu'on faisait en pratique. Est-ce que tu veux présenter Les Artistocrates pour présenter ton mémoire ensuite? On peut. Alors les artistocrates, moi comme je suis donc très fan et alors comme on est vraiment en âge, je n'ai même pas dit à Claire d'amener ses pièces, ses livres. Alors j'ai les artistocrates mais j'ai pas le reste. Ouais. Je crois avoir été ta première dédicace en librairie. Oui, à Paris je me souviens, dans les locaux de l'Harmattan. Pour les artistocrates, mais et je pense qu'il faut vraiment dire un mot parce que c'est surprenant aujourd'hui les artistocrates. Eh ben merci. Alors, les artistocrates... Et entre les brouillons que j'ai pu voir et la sortie de la pièce, et je l'ai pas vu représenter, il y a eu un énorme boulot et j'avoue, tu sais qu'au début j'étais pas convaincue, à la fin beaucoup plus. Ouais. Ah bah, c'est sûr. Et je sais pas ce que ça donne sur scène.
Si t'as des liens, on les rajoutera en description. Ouais, faut que je vais voir ça, ouais. Parce que du coup, on a arrêté de la tourner, il y a beaucoup de personnages. Oui, et c'est lourd comme ça. J'ai pas les budgets de alors Louis c'est quoi XIV. Parce que Les Artistocrates, c'est une réécriture de Molière. Alors, c'est une réécriture, donc j'ai utilisé les canevas, c'est pas une réécriture, mais... Oui, c'est pas je fais l'école des femmes au 21e, c'est pas ça. ce genre de réécriture. Ça, il y en a qui le font et qui le font très bien. Schmitt a repris, bon, on connaît tous La Nuit de Valogne, où il a repris Don Juan, ou... non, je dis tous, c'est pas la méprisante, c'est juste que tous, parce qu'en général, on se le farcit tous en terminale. D'accord. C'est dans le programme du lycée. Donc tous ceux qui se sont... qui ont été en terminale L. Voilà. Ça, en S, hein. On y est tous passés, bon voilà, t'y as échappé du coup. Enfin, franchement, c'est intéressant. Et donc Schmitt a pas mal repris, il a aussi fait une reprise, Un homme trop facile est une reprise du Misanthrope, mais il y a des fautes de métrique. mais dans l'idée, c'est vraiment sympa. Mais parce que t'es un peu hardcore en métrique, je te le dis. Oui, il faut vraiment pas... les alexandrins, c'est... Voilà. Je déconne pas avec ça. Le 17e est en toi. Donc, voilà, donc du coup, l'idée des artistocrates, c'était de choisir ce côté castigare moras ridendo, donc châtier les mœurs sans rien, ça c'était très cher à Molière. Cette idée de je prends un sujet, un truc qui me gonfle, et j'en fais du rire. Ouais. Parce que ça, c'est pas... Moi je me dis, c'est un peu un prétexte pour écrire ce qu'il veut raconter, ce qu'il y a à la mode. Non, c'est vraiment un truc qui est dans le fond de son théâtre, quoi. Bah, moi je trouve. Après, il y a aussi les petites farces, mais après, c'est toujours pareil quand t'as le roi qui te donne des financements, à quel point les choses. Bon, on a le même problème actuellement avec tous les appels à projets, dès que tu veux toucher des subventions ou quoi, t'es obligé de. C'est ça, donc des fois on nous incite un petit peu à parler de certaines choses, hein, même actuellement. Donc Molière, qu'est-ce qui vient vraiment de lui? Voilà. En tout cas, vraiment, sa marque de fabrique à lui par rapport aux autres auteurs de l'époque. C'est vraiment ce côté, il y a un sujet qui a l'air de lui tenir à cœur de le gonfler, il va en parler avec humour et le tourner à la dérision. Moi j'ai choisi de garder cet aspect-là. Donc dans mon théâtre ça se retrouve maintenant. La deuxième pièce que j'ai écrite elle est dans le même style. D'abord la première. Voilà, oui non mais je ne m'étends pas. Et moi c'est satirique de toute façon. Et donc la première c'était on va dire la masturbation intellectuelle, plutôt dans le domaine de l'art contemporain, sans vouloir taper sur le contemporain. Il y a plein d'auteurs de contemporains que j'adore, d'artistes. Mais l'idée, c'était finalement tout ce qui est masturbation intellectuelle, comme on peut en voir dans les scènes nationales, dans les endroits où il faut être, là où sont les subventions et là où ça réfléchit en se grattant la tête. Voilà, c'était un peu sur ça que je voulais taper. Et donc, je me suis pas mal inspirée du bourgeois gentilhomme. Donc, tu m'as donné la bonne tasse. J'avais ça au Scapin. Ah, Scapin, Sganarelle, je crois, je sais plus lequel c'est. Ok. C'est peut-être qu'il faut pas être Scapin le troisième, mais c'est le bourgeois gentilhomme, j'ai trouvé qu'il t'allait bien. Ouais, j'adore. Et voilà, et l'idée c'était justement, je me suis pas mal inspirée du bourgeois gentilhomme pour cette pièce, donc c'était de monter une comédie-ballet. Et donc forcément on pense au bourgeois gentilhomme. Et Molière, c'est vraiment lui qui a instauré la comédie-ballet. Ça ne se faisait pas avant. Le roi aimait beaucoup danser, c'était très populaire à la cour. Donc l'idée c'était de mêler le théâtre et le ballet, avec notamment il a beaucoup il a travaillé avec Lully. Ouais, parce que il a beaucoup co-travaillé avec Lully. Le film d'ailleurs, le biopic là sur Lully, alors je l'ai vu jeune, hein, mais j'en garde vraiment un grand souvenir. Moi je hais Lully, mais... Mais le film. Ouais, je sais, mais du coup, quand t'aimes pas le bonhomme, parce qu'il a fait quand même beaucoup de mal à Molière et que c'était vraiment un con... je trouve que le biopic le montrait bien, quoi, justement. Ouais. En tant que film, mais c'est... En fait, ton antipathie montre le succès du film. Alors, petite parenthèse avant de reprendre, Lully est quand même mort d'une manière tellement absurde. Je sais plus comment... Alors, parce qu'à l'époque, on battait la mesure avec un gros bâton en bois un peu pointu. Ils avaient pas les petites baguettes. Dans l'œil. Il s'est mis un coup dans le pied. C'est pire. Donc du coup, il a chopé la gangrène, et comme il était très coquet et que quand même c'était un danseur avec la jambe galbée et tout ça, puisqu'il voulait continuer à danser, du coup, il a pas voulu se faire amputer. Du coup, il a chopé une gangrène généralisée et il est mort. Et je trouve que quand même mourir en se mettant un coup de bâton sur le pied, c'est beau. Tout seul. Et il le mérite. Voilà. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est moi. Je vais avoir tous les fans de Lully qui vont me tacler. Je pense que ça va aller. Il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être. Les Lully fanboys et les Lully fangirls, on vous attend. C'est ça. Donc oui, cette première pièce, moi j'ai choisi la masturbation intellectuelle avec finalement un homme qui a beaucoup d'argent et qui choisit, qui a comme une lubie, qui décide de se passionner pour l'art contemporain. Et l'art contemporain, c'est vrai que souvent dans la théorie de l'art, on a tendance à considérer que la direction que prend l'art contemporain en tout cas, va être moins dans la technique qu'à d'autres époques que dans la parole. Finalement, une œuvre... Ça, c'est discutable, mais en tout cas, il peut y avoir une certaine dimension
d'un certain art qui va vers le concept, mais je dirais pas que ça va forcément vers la parole. En tout cas, toi, ton personnage, c'est un Jourdain de l'art contemporain. Ouais, voilà. Après, je suis pas une grande spécialiste de la théorie de l'art, mais en tout cas, je m'étais pas mal documentée au moment d'écrire cette pièce. Et c'est vrai que t'as une époque où il y avait la technique, où il y avait pas. Donc, t'as réussi ton sumato, tu l'as pas réussi, tac, puis c'est fait, quoi. Que maintenant, tu peux avoir des œuvres beaucoup plus simples. Mais en général, ils ont la formation technique avant. Hein. Ouais, mais bien sûr, ça, j'en juge pas. Mais bon, après, mon personnage, là, mon monsieur Jourdain, lui, il n'a pas la formation pour reconnaître qu'un tel... Voilà. Donc toi, quand t'arrives et que t'as pas fait un master en art plastique avant, tu vois ça, tu vois 2 monochromes, tu te dis pas, tiens, celui-là, il y a une vraie pensée, celui-là. Tu vois, finalement, on se retrouve, nous, on n'a pas forcément les outils, et des fois, il y a une perplexité à se dire, on peut finalement se faire escroquer. Là où une certaine époque... voilà. Et alors, qu'est-ce que ça avait vraiment de Molière? Parce que l'art contemporain, c'était pas spécialement la cible. Ben voilà, moi c'est ma cible, parce que Molière prenait des sujets de société, donc les précieuses, les pédants, voilà, il tapait sur ce qui l'énervait dans sa société. Les faux dévots. Ouais. On va en reparler. Et donc voilà, moi ce qui m'énerve dans ma société, c'est dans notre société du coup, c'est les dérives des beaux parleurs en matière d'art. À savoir qu'à l'époque où j'ai écrit cette pièce, j'étais en master de mise en scène. Donc, et j'étais entourée de beaux parleurs. Ouais, et la masturbation intellectuelle, on en avait plein. Du coup, ça m'a... Salut les copains de promo. Donc voilà, qui n'ont pas trop applaudi d'ailleurs à la première du spectacle. Je pense qu'il y en a qui se sont reconnus. Et donc voilà, l'idée c'était aussi donc, de se moquer de cette façon, de cette langue. Enfin, on revient sur l'aisance verbale, de cette langue de masturbation intellectuelle, des mots à la mode, c'est puissant, c'est voilà, ces tournures de phrases. Et aussi des clichés qu'on peut retrouver dans l'art contemporain. Le sang, le sexe, la violence. Des fois, on comprend pas pourquoi les gens sont nus. Des fois, c'est bien, je veux pas faire ma pudibonde, mais des fois, on se dit, ce mec est nu. Oui, mais non, est-ce que ça apporte quelque chose que la personne soit nue? C'est ça, il y a des modes. Des fois, on mange des fruits et légumes sur scène. Des fois, c'est un intérêt, hein, mais voilà. Des fois, c'est un peu random. Donc voilà, j'ai fait aussi. Et j'ai fait en sorte donc de faire une comédie-ballet, façon Molière, comme je disais, en intégrant les ballets à l'intrigue. Ce que faisait Molière, et c'est lui qui a créé ce courant, voilà, ce genre. C'est-à-dire que au milieu de l'histoire théâtrale, de l'intrigue, on va avoir des ballets, mais qui ont un rapport. C'est pas on arrête l'histoire et... oui, voilà. Oui, ce qui est une grande question de la comédie musicale. Voilà, c'est ça. Mais donc d'avoir de la danse intradiégétique et pas extradiégétique. C'est ça, j'osais pas... Ou homodiégétique et pas hétérodiégétique, là, il faudrait vraiment que je vérifie. C'est ça. C'est aussi une question sur la musique dans les films. Toi, pendant Le Roi et l'Oiseau, c'est vraiment un exemple qui marque, mais c'est aussi une question que tu as dans Birdman. T'entends la musique et en fait tu te rends compte qu'en fait il y a des gens qui jouent, donc ce que tu croyais être plaqué par-dessus ce que tu vois en fait fait partie de ce que tu vois. Ouais, Birdman est génial pour ça d'ailleurs, c'est vraiment un film formidable. Mais voilà, donc là l'idée c'était de faire pareil, donc ce mec, donc ce monsieur Jourdain que j'ai appelé Jordan du coup, il y a plein de petits clins d'œil à Molière. En fait il sait pas comment dilapider son fric, on sent que c'est quelqu'un qui a un manque d'affection, qui arrive pas à maîtriser son ménage, qui est vieillissant, sa fille est partie, on sent qu'il... Voilà, il sait pas trop quoi faire de sa vie, de ses sous, donc il se lance dans l'art contemporain en se faisant des faux amis. Donc d'une certaine manière, comme c'est quelqu'un qui est en quête d'affection, il est content, il a plein de super faux amis qui sont des trissotins complètement. C'est en ça aussi que je suis inspirée par Molière. C'est les gens qui viennent chourer des sous, qui après, quand on a besoin d'eux, sont pas là. Donc voilà, et de temps en temps dans son salon, lui prépare une grande exposition contemporaine. De temps en temps, il y a des gens qui s'entraînent, donc t'as des danseurs qui mangent des fruits et légumes, se transforment en abat-jour et font des trucs un peu... Voilà. Donc j'ai... Mais pour le coup, c'est du ballet burlesque. Ouais, voilà, c'est ça. Où j'ai essayé de laisser des... Parce que j'aime bien jouer avec les metteurs en scène et les metteuses en scène, du coup, moi, dans mon écriture, j'ai mis des didascalies assez floues en donnant des conseils, mais en laissant une ouverture pour que chacun puisse régler ses comptes avec ce qu'il a pas aimé au théâtre. Voilà. Donc c'est comme ça que j'avais construit. Moi, j'ai fait jongler avec des agrumes, il y a eu des explosions de paquets de chips, des gens qui ont nagé dans des chips, voilà. J'ai fait quelque chose de très alimentaire, mais après, chaque metteur ou metteuse en scène qui voudrait se réapproprier la pièce peut mettre ce qu'il a énervé, lui, dans les effets de mode. Et ça, c'est une pièce, donc on revient au deuxième mémoire, troisième mémoire. Ça, c'est le troisième, quand même, on a avancé un peu. Donc, t'as écrit cette pièce, et en même temps, donc t'as écrit ce mémoire, qui était... Donc, qui reposait encore sur Molière, quoi. Ouais, comme toujours, quoi.
Ah. Et alors, qu'est-ce que tu y expliques dans ce mémoire? Donc, comment tu as mis en place cette scène, la mise en scène de cette scène? Parce que donc, tu l'as écrit, publié et mise en scène. Alors non, cette pièce, donc, ce mémoire, comme le sujet c'est dépasser la querelle des anciens et des modernes, j'explique plutôt comment moi je me suis située par rapport à ce que j'ai voulu emprunter à Molière et à ma modernité. Parce que l'idée c'était pas de plagier Molière, puis bah il le fait déjà très bien tout seul, hein, il a pas besoin que je répète. C'était pas de faire du psittacisme, c'était vraiment d'apporter ma patte et ce que j'avais à dire. Donc oui, c'est une interrogation entre finalement, que ce soit la partie mise en scène ou la partie écriture, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher dans les modèles précédents, Molière ou d'autres, il y a aussi d'autres références. Petite référence à Sagan aussi. J'ai un personnage qui s'appelle Cyril. Et donc voilà, qu'est-ce que je veux aller piocher chez les autres auteurs et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de manière moderne, quoi. Comment renouveler l'écriture. C'est vraiment un mémoire création en fait. Ouais, croisement des esthétiques. Voilà. Un mémoire recherche-création, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Enfin, un mémoire création, genre je me souviens et je crée à partir de là, c'est encore autre chose ça. Ouais, ça c'est... Et là, toi en fait, ça faisait déjà longtemps que t'avais lu tout Molière quoi. Ouais, plusieurs fois. Est-ce qu'on s'ennuie pas un peu quand on a lu tout Molière et qu'on commence à le relire? Non, parce qu'on le comprend au fur et à mesure. Bah tu vois, tu lis l'école des femmes, tu sais quand elle dit autant il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Et tu sais quand il y a ce passage après où elle dit, donc je parle d'Agnès qui explique à son tuteur ce qui s'est passé pendant qu'il était pas là. C'est mignon et elle lui dit, il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler. Et donc toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Alors, tu as fini par comprendre que c'était sexuel. Voilà, on va le surcache. Bon, quand t'es au lycée, tu te dis oh c'est trop mignon, elle avait des papillons dans le ventre. Après, quand t'arrives en licence, tu te dis. Et il était pas dans le ventre. Après, il y a plusieurs étapes. C'est tu te dis ah elle avait des papillons dans le ventre, elle était un peu excitée. Et, ça, et après, tu dis elle a des papillons dans la culotte. Oui, et après tu te dis tu découvres l'école des filles ou la philosophie des dames, gros roman libertin du coup qui est antérieur à l'école des femmes. Donc Molière l'a clairement lu parce que voilà. Et c'est deux cousines qui parle de comment dire ça, comment on couche sans se faire griller parce que ça la fout pas bien et qu'il faut faire semblant d'être vierge. Voilà, et il va pas avec le dos de la cuillère, l'auteur. Ça a fait un sacré scandale. Donc voilà, Molière est clairement inspiré par... Donc voilà, on passe du « oh c'est mignon » au « ah c'est un peu sexuel » au « ah oui c'est carrément graveleux ». Donc la même pièce, en fait, Molière était tellement cultivé, et puis finalement on n'a pas cette culture 17e spontanée non plus. Chaque fois tu vas découvrir un auteur qui pour lui était logique, c'est un de ses contemporains. Et l'intertextualité fait quoi. C'est ça, et en allant chercher les références comme ça, tu vas retrouver des vannes, et puis avec la maturité, je pense, plus je prends d'âge, plus je comprends aussi certaines pièces de Molière. Mais alors pour le coup, c'est toujours drôle Molière pour toi? C'est pas que drôle, et c'est ça qui est génial, mais c'est tout en même temps, quoi. Mais c'est le même passage peut être... Mais là, tu vois, bon, il y a des questions qui sont assez contemporaines sur Molière. Alors, tu parles de l'école des femmes. Alors, j'ai un peu honte parce qu'en fait, je n'ai plus de Molière à la maison. Ils sont tous partis en Dordogne. Et là, il se trouve que j'ai encore un école des femmes qui date de la grecque. Mais c'est pas une année où on était ensemble, ça. Non, mais je crois pas, mais j'ai le même. Ouais, donc, on va le passer chacune de notre côté. Mais ça, c'est l'année où il était avec Aristophane. Mais oui, tu l'as repassé à Bordeaux. Et c'est l'année où j'étais à Lyon. Ouais. Ouais, je me souviens de cette année, ça y est. Je me remets. Aristophane, c'était tellement bien. C'était j'ai adoré. Mais là, moi, je suis en train de me dire, bon, toi, par exemple, c'est encore un peu questionné. J'ai vu des fils Twitter sur cette question. Molière féministe ou pas? Allez, boum, tac, tac. Ah, pour moi, il y a un anachronisme dès qu'on lance le sujet. C'est un peu... Non, mais c'est en fait sur ce qui m'intéresse, c'est... toi qui baignes vraiment dans Molière, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Parce que finalement, tu y baignes pas non plus par fétichisme du 17e. Alors, je n'osais pas le dire. Non, mais c'est pas, voilà, tu te balades pas, tu portes pas le silice. Ah bon, je t'en ai pas parlé. T'en as pas parlé, mais tu nous as montré ton dos, on l'aurait vu. C'est vrai. Tu vis pas en dévotion ou t'es pas tu essaies pas d'avoir un groupe de libertins philosophes à côté, ça c'est peut-être remarqué. Ça peut être marrant. mais tu vis pas au 17e siècle quoi, t'es vraiment une fille on est de ton temps et c'est cette question voilà, Molière anachronique. Alors la question du féminisme ou du sexisme et de la misogynie de Molière, elle me paraît attraper le truc de front quoi. Et parce que pour moi en fait voyager dans l'histoire c'est un peu comme voyager géographiquement, tu vas aller dans une autre culture, tu vas dire bah ce pays a eu une autre histoire, a un autre vécu, vit autrement, où tu vas pas analyser, si tu analyses les mœurs d'un autre pays, il y a un lien, j'ai l'air de m'égarer, mais si tu analyses les mœurs d'un autre pays
avec tes mœurs de française, forcément, tu vois, c'est déjà biaisé. Mais ça marche. Ouais, totalement. Il est par là, hein, les personnes. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et le problème, c'est que pareil, on peut pas analyser, nous, avec notre regard du 21e, le 17e, en commençant à mettre les bons et les mauvais points, à dire est-ce qu'il est féministe. Et moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que c'est difficile de déterminer s'il est féministe ou pas dans une époque où le rapport entre genres était différent, où les questions étaient différentes. Et pour moi, c'est impossible de répondre à cette question, simplement parce que son éducation ne lui permettait pas de l'être ou pas. Comme il serait difficile de se demander s'il a cru ou non, alors ça marche plus avec Rabelais qu'avec Molière, mais en Dieu. Au XVIIe, on commence à pouvoir ne pas croire en Dieu, mais de façon quand même très marginale. Ouais. Donc Molière aurait pu, ça, sur Dieu, vu ses fréquentations. C'est une mauvaise fréquentation, Molière. Mais Molière, moi je pense quand même, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il était féministe dans la mesure où, en tout cas, on est à peu près sûr qu'il était bi. Donc il était assez ouvert au niveau de la question des genres. Bah, il était libertin, Après, Molière, alors, quand tu dis libertin, on précise, c'est le libertinage du XVIIe. Oui, le libertinage du XVIIe. Je suis pas suivi que par des docteurs en lettres. Hein, mais tous les libertinages, il s'amusait beaucoup. Voilà. Il y avait aussi ça, il avait de mœurs, d'esprit et de... Voilà, tout ce qu'il faut. Et de rigolade. Ouais, j'allais dire de culotte, mais oui. Voilà. C'est toi qui l'as dit. Voilà, non, Molière, après, le problème, c'est qu'il a nourri beaucoup de fantasmes, notamment au 19e, où beaucoup ont réécrit sa bio, ont inventé des passages qu'on ne retrouve pas au XVIIe, aucun contemporain n'a dit ça. Donc c'est très difficile de déterminer, mais a priori c'était quand même un bon vivant. Il y a une légende Molière, quoi. Comme il y a une légende Rabelais. Hein, Mais t'as des bouquins qui recensent l'arrivée des légendes. Bon, il y a des choses assumées comme Mikhail Bulgakov, qui a écrit le roman de Monsieur de Molière, qui lui raconte l'accouchement de la maman de Molière. On se doute qu'il était pas là. Donc là c'est clairement fantasmé, mais volontairement. C'est un grand fan qui dit voilà comment je visualise le truc, il nous offre sa vision. Maintenant, il y a des gens qui sont moins dans cette honnêteté et qui disent voilà, ça c'est la vraie bio de Molière. Et tu te retrouves avec des choses. Mais c'est lié à l'historiographie du 19e qui est pas du tout la nôtre. Ouais, des fois les trucs pop un peu comme ça, tu te dis mais d'où ça sort. Il y a une histoire, quand il allait jouer en Provence, il a perdu une malle. Alors t'as la version d'époque, et t'as comment ce mythe a évolué au cours des siècles. Ça c'est comme la valise de Benjamin. Ouais, oui, c'est vrai qu'on avait à la blague aussi. Il y a des trucs comme ça, alors que bon, finalement... C'est ça, et au début, il a paumé sa valise, et il aurait fait éventuellement un calembour sur le fait d'avoir perdu sa valise, et en fait, déformé par les auteurs au cours du 19e, à la fin, ça donne... il a perdu sa valise, une servante très vénale s'est assise avec ses jupons dessus, il a recouvert... Ça finit en farce, le truc. Ah ouais. Tu te dis, mais les gars... C'est mieux que la servante découpée en morceaux dans la valise, hein, tu me diras. Ouais, voilà, mais ça, attends, encore le 22e siècle pour ça derrière. Ça pourra... Mais j'ai des idées là, mais c'est pas de l'archive. Hein. Mais tout ça pour dire que Molière a été beaucoup fantasmé, mais il semblerait, notamment dans ces années où il a fait Pézenas, où il s'est promené beaucoup en Provence. Ce qu'on connaît mal et qui a donc amené des films, parce que comme en gros, il y a un espace de liberté pour d'autres créateurs. Ouais. Avec Duris dans le rôle de Molière. J'ai pas vu, hein. Moi quand je vois Romain Duris, je vais pas voir le film. Alors je ne le supporte pas comme acteur, mais il a tendance à jouer dans tous les bons films, donc malheureusement. Et donc voilà, donc Molière beaucoup fantasmé, mais a priori quand même assez ouvert, et en tout cas on sent une liberté d'agir, de penser, et je pense était lié à son statut marginal de comédien aussi. C'est ça, et ouais. À sa personnalité et à ça, quoi. Ouais, puis même le fait d'avoir épousé la petite sœur de sa première maîtresse, qui était un truc... pas très... Bon, il y en a qui disent sa fille, mais ça, c'est des tracteurs pour l'emmerder. Mais, ah oui, donc c'était vraiment la petite sœur, c'était pas la fille. Ouais, c'est... Ouais, enfin, bon, après, voilà, ça, c'est... Ok, non, moi, j'ai toujours entendu sa fille. Après, en tout cas, pas sa fille à lui, c'est peut-être la fille de sa première maîtresse. Ça, c'est possible, mais c'est pas sa fille à lui, voilà, le truc dégueulasse. Oui, c'est pas un inceste, quoi. Voilà, ça peut être symboliquement un peu trouble, mais pas un inceste. Voilà, seulement, alors, la version, quand même... La version la plus retenue, ça serait que ça soit la fille de sa première maîtresse, mais pas la sienne. Et comme c'était pas admis du point de vue de l'église, il l'aurait camouflé. Voilà. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, ouais, c'était quelqu'un d'assez libre penseur, qui se défaisait un peu des dogmes de l'église. Et je pense quand même qu'on aurait un bon profil de féministe. Mais pour moi, c'est dur. Non, parce que là, en fait, ça suffit pas. On va rappeler ce que dit Christine. Quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche. Vas-y. Ah non, mais c'est vraiment une phrase punch. Okay. Moi, je la balance tout le temps. Parce que tu peux avoir tout le wokisme que tu veux. Je prends des mots volontairement trollesques. Ça n'empêche pas le sexisme et la misogynie. Bah, et les pro-féministes sont clairement pas les moins misogynes.
Alors ça, je saurais pas trop dire, mais j'ai l'impression, en tout cas, dans alors ce qu'on sait... ça pourrait être un Poulain de la Barre ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, qui lui, pour le coup, m'a l'air quand même assez féministe. Bah dans ce qu'on sait, en tout cas, de son rapport à sa femme, il avait l'air comme d'être dans une certaine chacun fait ce qu'il veut. Il avait pas l'air, ça avait pas l'air d'être le mari emmerdant. Si tu veux, le polyamour, c'est pas le féminisme. Ouais. Pour le dire en termes super contemporains. Mais même si tu regardes ces pièces à proprement parler... C'est mieux que rien. Alors voilà, au niveau des pièces. Voilà, c'est ça, parce que là, je sens que niveau féministe, je me... Non, c'est des questions d'histoire. Après, bon, ouais, non mais t'es plus documenté que moi là-dessus. Pas tellement sur le féminisme au XVIIe, mais bon, parce que c'est un anachronisme. Mais et puis de toute façon, moi je suis 19e, hein, donc à un moment, j'ai pas le temps, quoi. Mais par contre, voilà, au niveau des pièces, et puis l'intention de l'auteur, moi, voilà, on n'y aura jamais accès. On peut avoir des documents qui peuvent nous donner des indications sur ce que ça devait être, comment ça a été reçu. Les préfaces. Mais ce qui m'intéresse, voilà, Aristophane, c'est clairement pas un type féministe. On peut jouer Lysistrata de façon féministe. Bah après, mais je te dis, pour moi c'est très dur de répondre à cette question parce que c'est pas un mot de son époque, mais en tout cas, moi il y a un truc où je me dis, il était pas misogyne, après ça c'est mon avis, mais quand tu lis ces pièces, on parlait tout à l'heure en préambule, donc des femmes savantes, personnages de Bélise ou des personnages comme ça, tu vois que les personnages féminins ont leur importance et... même maintenant à notre époque, je trouve que tu as des auteurs de théâtre et même des autrices des fois qui sont un peu misogynes. Tu as ce côté, t'as la jeune première qui va avoir tout le brillant et les autres derrière, tu as soit le rôle de la maman ou des espèces de faire-valoir ou quoi. Voilà. C'est pas du théâtre d'équipe. Déjà, c'est quelqu'un qui pense le théâtre en équipe. Ouais, et il n'y a pas ce truc qui est beaucoup contesté actuellement où les comédiennes et les actrices disent quand t'as plus de 40 ans, t'as plus de rôle, on peut être que des jeunes premières dans le théâtre. Ouais, et lui, tu sens que toutes les femmes sont intéressantes chez lui. Mais parce qu'il a une troupe en fait. Ouais. C'est pas une question politique, c'est parce qu'il a une troupe et que c'est un metteur en scène d'abord. Et ça fait que Molière, sympa à mettre en scène. Molière à mettre en scène. À jouer, c'est un régal. À mettre en scène, moi je pense que le souci essentiel, c'est que on n'a pas Louis XIV pour subventionner derrière. Nos chères administrations on pourrait faire un effort, hein. Alors, d'un point de vue subvention, est-ce qu'on parle de la vision de la culture par Bordeaux et les alentours? Alors, moi, je sais pas les conséquences que ça peut avoir pour toi, donc c'est toi qui vois. Voilà, non, mais je pense pas que ce soit forcément lié seulement à Bordeaux. Oui, voilà, non, mais moi je parle de ce que je connais, voilà. Oui, mais là, moi je suis en train de te dire, non, c'est un peu partout, genre... c'est pire. Alors c'est pire, mais en fait, je suis en train de dire, non, n'accuse pas des gens nommément, Claire. Voilà, tu comprends mieux. Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est compliqué de faire jouer des classiques du répertoire, parce que Molière est clairement un classique, par rapport à des pièces plus contemporaines, c'est ça la question? C'est-à-dire que Molière, t'as tout de suite minimum 6 personnages. C'est énorme. Et dans une pièce contemporaine, en général, 3-4 personnages, on commence à te dire à 4, ah ouais, là j'en monte une à 7 parce que ça c'est arrivé comme ça, pour des raisons... voilà. C'est un des auteurs que j'édite avec ma collection ça, on va en parler aussi. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une pièce qui me tient à cœur et c'est arrivé comme ça. Mais 7, je commence à me dire, mon Dieu, et c'est un minimum chez Molière. Parce que même des pièces comme Les Précieuses Ridicules, on se dit voilà, elles sont 2, ok. Oui, mais il y a le père, il y a les deux précieux en réponse, machin. Et en fait, tu comptes même des pièces où t'as l'impression qu'il y a peu de personnages chez Molière, en fait, il y en a plein. Et derrière, nous, on n'a plus Louis XIV. Il est mort depuis un moment. Et oui, non. Ah, je crois que j'aurais dit 18. Peut-être 15. Ouais, on vérifiera. Ouais, oula. Mais ouais. Vous vérifierez pour nous. Ouais, voilà, c'est ça. Liens Wikipédia, enfin la honte, c'est ça. Quoi, si je me trompe. Mais ouais, en tout cas, la culture est pas très riche, sans viser de ville. Oui, non, mais de toute façon, c'est le même problème partout, quoi. Les budgets, le problème, c'est le budget, c'est les problèmes en recherche, enfin, de toute façon, c'est un problème général. Ouais, c'est un problème général. Et puis, il y a un truc, il y a peu de budget, mais il y a aussi cette question de est-ce qu'on va financer un théâtre patrimonial, et en fait, est-ce que Molière, c'est vraiment du théâtre patrimonial? On a un peu parlé tout à l'heure, en buvant du chocolat parce que c'est cool le chocolat, de la panthéonisation de Molière, et on est toutes les deux contre, mais je pense que tu peux en dire un mot aussi de... Pourquoi je suis contre la panthéonisation? Oui, il y a plein de raisons pour être contre, on n'a pas les mêmes, mais on est vraiment contre. Ouais, alors moi je trouve que c'est hypocrite, parce qu'on est dans une société où lire du théâtre, qui lit du théâtre? Ceux qui en pratiquent. Moi je le vois avec ma collection de théâtre, je vais dans une librairie, je dis tu veux expliquer ta collection de théâtre pour le coup? Ouais, mais après on va rester sur le sinon on va pas réussir à avancer droit. Et ouais, donc j'ai un jour de guingois jusqu'à la guinguette, tu sais. Ouais, le théâtre n'est pas lu.
Les metteurs et metteuses en scène sont pas clairement aidés. Les prix littéraires en théâtre, y a rien. Même ceux qui disent oui, on est ouvert à tous les genres, bah bizarrement, il n'y a jamais le théâtre. Voilà. Les metteurs et metteuses en scène ne sont clairement pas soutenus. D'ailleurs, il y a pas mal de gens en dehors de la culture, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Tu dis à des gens, bah, je suis metteuse en scène, des gens qui ne pratiquent pas le théâtre ou ne sont pas dans les lettres, on va te dire, ah ouais, ça consiste en quoi? C'est toi qui mets les planches. Ben, tu sens que les gens ils comprennent pas ce que ça veut dire et c'est pas grave, mais du coup je trouve que panthéoniser Molière. Le panthéoniser d'un côté alors que la culture en chie vraiment, et encore plus avec le Covid, c'est vraiment foutu, ouais, quoi. Et puis ben, Molière, quand on pense à lui, on pense pas à lui spontanément en tant que comédien. Il y a probablement plein de gens qui savent pas qu'il a joué, ou pas plus que ça, en tout cas c'est pas ce qui intéresse, c'est ses écrits clairement. Même qu'il a mis en scène, c'est pas si évident. On pense à l'auteur. Et donc, oui, peut-être quand on dit la langue de Molière, on dit pas le jeu de Molière. Hein. Bah c'est ça, clairement. Et faire entrer au Panthéon... Ça fait un Molière écrit, la langue de Molière. Ouais. C'est pas le Molière oral joué. Totalement. Et du coup, faire entrer au Panthéon un auteur de théâtre, voilà, le plus grand, si on... Voilà, c'est pas moi. Enfin, voilà, la langue de Molière. À une époque où on n'en lit pas et où on ne fait aucun effort pour aider les auteurs et les autrices de théâtre, moi je trouve ça triste. Et je trouve que donc du coup ça crée une sorte d'hypocrisie, comme si bah, c'est les 400 ans, il faut le faire. T'as pas de musée Molière. T'as la ville Pézenas, qui est la ville où il aurait séjourné pendant 18 ans, quand il a fait sa petite escapade en France. Voilà, où il y a des festivals Molière, où il y a plein d'efforts de vulgarisation autour de Molière pour faire connaître son œuvre, mais on n'a pas de musée Molière. On a le Molière, la statuette, qui est remise qu'à des Parisiens, mais c'est vrai, hein. Même ça, la statuette Molière, c'est quoi? Bah tu sais le Molière, voilà, de la mise en scène ou quoi. Oui. En fait, pour avoir le prix le Molière, il faut avoir joué tant de dates à Paris. Même quand si tu as le Molière du meilleur auteur de province, de province, pardon. Il faut quand même avoir fait des dates parisiennes. Voilà, c'est ça. Donc c'est ouf, ouais, c'est assez rageant. Et donc voilà, on a ça, c'est ça Molière. Il pourrait y avoir une bourse Molière pour défendre les auteurs de théâtre. Ça serait lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui essaie de faire vivre non, puis ça coûte la thune, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une question de budget, c'est une question de symbole. Mais le symbole, là, c'est vraiment récupérer ce que Molière n'est pas. Et en fait, cette patrimoine... le fait de le transformer en patrimoine... je bug un peu, je commence à fatiguer. Il y a un truc, moi j'ai vraiment été étonnée, là je te le disais aussi tout à l'heure, de voir que mes secondes, ils savaient pas me citer des titres de Molière. Alors à un moment, ils disaient, ah oui, ça c'est vrai, je connais le titre. Genre, j'ai déjà entendu parler du Misanthrope ou du Bourgeois gentilhomme, j'étais... Ouais. Et alors qu'en fait, j'ai pas choisi Molière, j'ai choisi un Racine parce que je trouve plus facile d'enseigner le tragique. Ouais. Et que je voulais aller vers le sublime et qu'il y a quand même des registres différents dans Racine, des choses comme ça. Mais ça leur plaît vachement, en fait, quand tu prends le temps. Le théâtre, et puis et là je les amène pas au théâtre parce que c'est très compliqué avec le Covid, les passes, les machins, et puis je suis un peu fatiguée. Mais non, mais c'est compliqué d'organiser une sortie de mineurs en fait. Moi je sais. Mais le théâtre, ça leur plaît vraiment, et ils m'ont demandé et de sortir et de jouer Phèdre. Voilà, moi j'ai clairement pas les compétences pour ça, et puis je trouve que analyser les Alexandrins c'est pas mal non plus. Ouais. Non mais voilà, parce qu'ils ils ont plein de besoins pédagogiques et je peux pas tous les remplir. Donc je choisis. Puis je choisis là aussi où je suis meilleure, quoi, tu vois. Je suis pas metteuse en scène, c'est vraiment un taf. Hein. Ouais. Et ouais, il y a un truc qui est dommage parce que oui, c'est obligatoire d'avoir un Molière dans ta scolarité, mais en fait j'en ai plein qui en ont pas eu, quoi. Ou alors ils ont oublié, mais où ils ont eu une petite farce de Molière, et c'est vrai qu'au lycée, t'as quand même pas tendance à trop reprendre l'école des femmes ou un truc comme ça, tu vois. Oui, et puis Molière, ça devient tellement une obligation que les profs le font en se disant « Ah, il faut passer par un Molière », et ça devient un truc, quand c'est fait en traînant les pieds, du coup les élèves en face, voilà, et on se passe une sorte de flambeau de Molière, c'est chiant, finalement. Et alors qu'il y a plein de choses très amusantes, mais c'est jamais expliqué aux élèves, quoi. Tu penses aux malades imaginaires, quand t'as Diafoirus qui dit « puis-je la baiser ?» Il y avait déjà le double sens sur le mot baiser au XVIIe. C'est moderne, Molière il montrait ses fesses sur scène quand il jouait comédie italienne, c'était vivant, quoi. Et maintenant on en fait un machin poussiéreux, voilà, on parlait tout à l'heure de l'école des filles ou la philosophie des dames, quoi. Ça bougeait un peu Molière. Donc c'est pas pour en faire un punk, hein, mais... C'était... Moi ça me dérange pas. En tout cas, c'était pas le machin poussiéreux et chiant qu'on voit dans le secondaire. Ouais, après voilà, il y a une difficulté qui va être la langue, la versification, la construction de la comédie classique. Bon, c'est quand même très codé, hein, tout ça. Hein, et quand t'apprends les codes, c'est chiant. Hein. Faut le faire. Ouais. Mais ça te permet quand même de dépasser un truc. Et ouais, c'est vrai que, tu vois, on avait eu l'école des femmes
en agrègue et y a... En fait, c'est vraiment drôle l'école des femmes. Enfin, je sais pas s'il y a besoin de le répéter, mais c'est vraiment marrant, quoi. Tu rigoles vraiment. L'école des femmes, je l'ai étudiée au lycée. Je l'ai étudiée en licence et je l'ai réétudiée à l'agrègue. Bon, ça va, tu le connais bien? Ouais, ça va. C'est quel ton Molière préféré d'ailleurs? Je dirais le misanthrope. Ouais, le misanthrope. Pourquoi le misanthrope? Alors, pourquoi le misanthrope? Justement parce que c'est drôle sans l'être. Déjà, je trouve qu'en scène d'exposition, Mais tu casses tout. J'arrête pas de dire c'est drôle, et là tu me dis c'est drôle, mais pas que, ou pas seulement. Mais c'est ça, mais parce que pour moi, c'est ça l'intérêt de Molière, c'est que... C'est pour ça que les gens qui essayent de trancher, ils t'en font soit un numéro de clown, soit ils t'en font un machin sanguinolent façon comédie française, encore une fois. Mais finalement, Molière, c'est toujours les deux en même temps, et... Dire, c'est comme au cinéma, il y a plein de films qui arrivent à être dans ce double esprit où à la fois tu peux te marrer et avoir envie de pleurer en même temps et de te demander dans quelle émotion t'es parce que t'es un peu... Voilà, les choses sont pas hyper manichéennes. De la vraie comédie, quoi, en fait. Là, je pense à Parasite spontanément, tu vois, un film comme ça, où il y a des moments où c'était presque dans de la farce, il y a des moments où c'est poignant, tu vois. Ah, rapprocher Parasite de Molière, ça marche assez bien. Bah, moi, c'est le premier truc qui me vient, tu vois, société, c'est vraiment, tu peux... Alors, il y a une question de classe que t'as pas du tout dans Molière, ou si tu l'as quand même Si, avec tu l'as quand même, totalement, ouais. Voilà. Mais c'est pas au premier plan quand même, comme dans Parasite. Parasite, c'est clairement un film sur la lutte des classes. Bah, tu vois le bourgeois gentilhomme, avec ce mec qui est traumatisé. Bah, le bourgeois gentilhomme, Jourdain, qu'est-ce qu'il veut? C'est non, mes parents n'étaient pas marchands, ok? Il donnait du drap et puis il prenait un peu de sous. Tu vois, c'est le mec, parce qu'il y a cette espèce d'humiliation de classe que Molière a pu connaître en tant que tapissier du roi, où il fréquentait tout le temps des nobles et où il a dû se faire rabaisser, voilà. Ouais. Tu vois, je l'avais pas en tête là. Et ouais, moi je sens un peu de... Après, c'est moi qui le sens comme ça, mais j'ai l'impression de sentir le... Et pour le coup, passer par Molière pour parler de la société contemporaine, ça marche? Ouais, pour moi totalement, ouais. Ouais. Pour ça, quand tout le monde dit « Molière c'est intemporel », pour moi c'est pas faux, quoi. Mais voilà, il y a ceux qui vont dire « Molière c'est drôle » et ceux qui vont dire « Molière c'est intemporel » et... C'est intelligent. C'est ça. Et typiquement, tu me demandais pourquoi le misanthrope, c'est ma pièce préférée. Bah, c'est pour ça, parce que c'est poignant. Il y a des passages hyper drôles. Bon, les marqués ridicules ou les scènes. Et puis ce mec brut de décoffrage. Parce que oui, avec la langue du 17e, tout a l'air un peu guindé, petit doigt en l'air. Mais Alceste, quand même, quand il dit à l'autre, votre poème, il est bon à mettre au cabinet. Voilà. Oui, ça, c'est vrai que le côté guindé de l'alexandrin, en fait, quand on le voit jouer, ça se casse. Mais c'est vrai qu'à la lecture, c'est dur. C'est ça, mais en fait, il répond concrètement à ce gars, ton poème, torche-toi avec. Donc c'est hyper... voilà, il faut imaginer qu'il est un peu brutasse, quoi, Alceste. Alors, il n'y a pas... voilà. Mais en même temps, il y a des passages hyper violents. Il y a ce passage où il est en train de perdre Célimène, enfin, de se rendre compte qu'il ne l'a pas comme il pensait l'avoir. Mais tu le vois pas comme un harceleur, Alceste? C'est hyper ambigu parce que elle joue aussi un mari jaloux, quoi. Alors justement, j'aime bien cette pièce parce qu'elle est grise. Il n'y a pas de gentil et de méchant. Moi, j'aime pas les pièces manichéennes où lui c'est le bon, lui c'est le méchant. Voilà. Clairement, Célimène a des torts, mais elle a aussi des qualités. Alceste a des torts, mais il n'y a pas un personnage qui porte la voix de Molière, la raison, l'espèce de petite morale à la fin du c'est comme ça qu'il faut bien se comporter. Ouais, donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il sort d'un personnage, enfin d'une comédie à type comédie italienne, comédia dell'arte, pour quelque chose qui finalement rejoint la construction du personnage tragique en étant ni moral ni immoral, quoi. C'est ça, c'est que t'as pas... Ce qui se faisait beaucoup au 17e, bon, plus avec cette mode décompte, où vraiment à la fin tu mettais bien ta petite morale. Mais ça, non, à la fin, on saurait pas dire... à la fin du misanthrope, moi je saurais pas te dire... est-ce qu'il faut être plus gentil avec les gens? Est-ce qu'il faut être plus cash? Est-ce que Célimène, c'est une... Il y a pas de recette à la fin, finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Et il y a cette tirade, moi, qui m'a... Celle-là, je la connais pas par cœur, faudra la chercher dans le bouquin. Mais que je trouve... ouais, c'est dans le misanthrope... d'ailleurs, tu veux le montrer? Ouais, alors moi c'est un vieux. Voilà, je sais pas si on voit grand chose. Non, mais on le voit, ça. Voilà, c'est Bibliothèque des théâtres 1788, et c'est le numéro 56. Et je vais chercher tout en continuant. Si tu veux faire un calembour pendant ce temps-là. Bah là, tout de suite, ça me vient pas parce que je suis pas assez bourrée pour le calembour. N'ayant pas bu d'eau. Bravo. J'ai réussi, écoutant le... Oui, non, mais j'avoue. Mais parce qu'il y a ce passage... Mais je suis un peu à la bourre pour le calembour, tu sais. Allez boum, ça en fait 2. Non, mais ouais. Mais de toute façon, quand je suis en cours, je l'ai trouvé. Allez, tu vois, c'est ce passage qui est magnifique. Donc, Célimène qui lui dit... J'arrive à remplir le vide sans faire trop de bide. Wouhou! Allez,
vas-y. Avec une petite rime à la clé, ouais. Au KLM. Bien. On t'écoute Claire, je suis ravie. C'est génial. Là je rigole déjà, t'as pas parlé parce que j'arrive. Moi de toute façon je suis autonome, je me fais rire toute seule. C'est très bien. Non mais que j'ai bien aimé ma petite rime, ouais. Donc, mais tu m'aurais pas dit de le faire, ça serait pas venu en fait, c'est là où c'est amusant. D'accord. Comme quoi je suis lente au démarrage quoi. Non mais je vais te demander des calembours comme ça de temps en temps. Boum. Donc ouais, Célimène qui dit allez vous êtes fous dans vos transports, jaloux, machin. En fait Célimène calme un peu Alceste en lui disant dans se calmer, arrête de me suivre partout et de me contrôler. Mais bon, Célimène a quand même une légère tendance à draguer un peu tout le monde et à avoir 15 000 soupirants et à pas clarifier les choses. Hein. Et à faire comme ça, nanana des manières. Mais je te ferai écouter voilà, la chanson. Mais je fais pas du slut shaming du tout, hein. Je veux dire, elle a probablement ses problèmes à elle aussi, bah, qu'elle sait qu'elle va... Bon, elle est veuve, elle a du bol, c'est un des meilleurs statuts à l'époque où t'es ni sous le joug du père, ni sous le joug du mari, voilà. Mais elle a pas dû avoir une vie non plus hyper cool, voilà. Mais en tout cas, bon, elle a son petit réseau d'amants et Alceste est très amoureux et il cherche une relation exclusive. Il n'est pas pour le polyamour, clairement. Et c'est là que les emmerdes commencent. C'est ça, et manque de bol, bah, il tombe très amoureux d'elle et on choisit pas... Tout le génie de Molière est d'avoir fait le misanthrope amoureux d'une coquette. Bah, ouais, et alors après, bon, il y en a plein qui font alors Sainte-Beuve, hein, tout ça... On le voit comme on veut, moi ça me fait un peu tiquer, mais il y a peut-être un peu de ça, c'est qu'il était avec sa femme plus jeune de 20 ans, qui était assez coquette, plaisait, les témoignages le disent, elle s'amusait probablement de son côté, tout ça. Il y a probablement un peu une part de... Moi je pense qu'il y a quelque chose d'un peu cathartique dans son écriture, hein. Il a un peu envie de lui dire reste ici et il le fait un peu par l'écriture. Et il se moque aussi lui-même. Ouais, je pense, ouais. Même si d'autres pièces, avec l'école des femmes et l'école des maris, il dit aussi laissez la liberté à votre femme et laissez-la faire sa vie. Et je pense, voilà, pour la question de la misogynie aussi. Mais tu te souviens que dans La condition humaine, que je refuse de lire tellement j'ai détesté ce passage, mais j'avais ça au bac, il y a des libertés qui sont données pour ne pas être prises. C'est tellement tordu. C'est beau. Ouais, mais c'est tordu aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment l'espèce de... Bah oui, parce que comme ça, tu vois, enfin, c'est aussi une question d'amour libre, hein. Mais comme ça, le mec, je sais plus c'est qui ou je sais plus quoi le nom, putain, ça m'avait tellement gonflé cet extrait. C'est mon pote Jonathan qui a fait sa thèse notamment sur Malraux qui va râler. Tout ça, il n'a pas mes vidéos, alors on peut y aller. Mais je trouve ça... Enfin, ouais, j'étais vraiment restée sonnée, j'ai beaucoup repensé, mais en fait, ça lui permet d'avoir et le beau rôle de celui qui donne la liberté et la tranquillité du mari jaloux, tu vois. Ouais. Bah, clairement, ouais. Voilà, enfin, bon, après, moi, je suis en colère, hein, donc... Go! Non mais voilà, c'est vrai que pour rebondir aussi un petit peu là-dessus, des pièces comme l'école des maris et tout, où t'as ces deux frères qui chacun ont une pupille et finalement celle qui tombe amoureuse du mec qu'elle est censée épouser, bah, c'est celle qui est laissée libre par son futur époux, qui lui dit bah fais ta vie, je suis plus vieux, je comprends que t'as envie de faire ta vie, et celui qui essaye au contraire de lui serrer la vis, bah voilà, bah, l'autre elle tombe pas amoureuse, elle se casse avec un amant quoi. Donc il y a souvent un peu ça chez Molière, donc Molière c'est plutôt quelqu'un qui va au contraire prôner la liberté et foutre la paix aux femmes. Mais comme à l'époque, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un anachronisme, parce que on part quand même du principe que c'est au mari de choisir, tu vois. Mais parce que c'était comme ça à l'époque, donc on peut pas puis, globalement, il y a une espèce de nature des femmes, elles sont comme ça, on les changera pas, elles évolueront pas. Ouais. Et t'as qu'à savoir, mais c'est aussi à toi de savoir. Et puis il y a les maris qui vont éduquer, école des femmes, hein, et donc ne pas éduquer en général. Et les maris qui vont fermer les yeux, quoi. Oui, puis il y a toute l'inspiration de la farce aussi chez Molière. Dans la farce, il y a cette théorie de la femme au cul tendre ou à la tête dure. En gros, si tu c'est tellement dur, ça. Ouais, non mais oui, je suis d'accord, hein, je dis pas, je valide pas. En gros, la farce médiévale... Ça directement du fabliau, ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ça. Donc la farce médiévale, c'est en gros, soit ta femme est très fidèle et elle va pas voir ailleurs, mais c'est parce qu'elle a la tête dure, donc par contre elle va te saouler, mais laisse tomber, ça va être une mégère. Soit ça va être un amour, mais par contre dès que tu pars, elle va avoir des facteurs. Quoi. Voilà, enfin, c'est des facteurs, mais bon. Voilà, et donc c'est ça. Facteurs, c'est ça, c'est ça, je vois pas le truc, mais bon. Bah, va voir le marchand de moutons. C'est ça, ou je sais pas ce qu'il pouvait y avoir à l'époque, là, spontanément. Donc voilà, donc ça c'est la dichotomie, on a la tête dure ou le cul tendre. Voilà. Et donc, bah forcément. D'où le fameux folle de la messe, molle de la fesse, en fait. Non, mais c'est. Oui, je l'avais pas pensé. T'as ça, ouais, totalement. Donc, ouais, donc forcément, chez Molière. L'antistrophe à l'époque de Rabelais avant d'appeler ça le contemplatrie. Ouais. Wow. Merci. Bon, toi t'apprends ça quand tu fais tes figures de style pour la grille. Bah ouais, mais non, mais j'étais pas très sérieuse à la Greg, bon. Allez. Et donc, voilà, tout ça pour dire, ouais, Molière avait aussi cette part-là, c'est qu'il était inspiré par la farce, bah des fois il pouvait dire des trucs
un peu légèrement misogyne de fait parce que il y avait les inspirations et qui reprenaient aussi pas mal les anciens quoi. Donc voilà, en tout cas tout ça pour revenir à notre amie Alceste qui dit à sa meuf bon là tu reviens, ça suffit. Elle lui dit allez vous êtes fous dans vos transports jaloux et elle lui dit foutez-moi la paix et laissez-moi faire ma vie, arrêtez d'être jaloux comme ça et faites-moi un peu confiance. Je refais version moderne. Et donc Alceste répond ah rien n'est comparable à mon amour extrême et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de mon cœur, l'éclatant sacrifice, vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. C'est horrible. C'est affreux. On est d'accord, c'est horrible. Affreux. Bonjour, je voudrais être le sauveur complet, le Pygmalion total. C'est ça, je veux te séquestrer, t'apporter ta nourriture tous les jours et que voilà. Et tu me devras tout. Je veux que tu sois pauvre, malheureuse et t'apporter ta joie. Et je veux t'aimer, mais en plus, je vais te considérer comme digne de t'aimer. Parce que je serai le seul alors que tu n'es pas aimable. C'est ça, et sans faire aucun effort, voilà. Donc quand même. Après, elle dit c'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Elle est quand même censée, cette femme. Me préserve le ciel, que vous ayez matière. Et puis bon, après, il y a d'autres gens qui débarquent et ça continue. Mais ce passage, moi, je le trouve hyper fort parce qu'il faut savoir qu'avant, ils se sont un petit peu clashés. Donc, il dit ça, mais vraiment en gueulant. C'est hyper fort, quoi. Et je trouve que ça révèle quand même les personnages de Molière. C'est pas. Voilà, je te disais, Alceste, il est ni gris, ni noir, ni blanc. Il y a des moments où il dit des trucs horribles. En même temps, c'est quelqu'un quand même qui a un petit peu raison sur certains autres trucs ou voilà, cette dénonciation de l'hypocrisie. Donc, ça peut... par moments, c'est un tyran, mais en même temps, Alceste, c'est quand même un personnage dont on se moque. Parce que moi, en fait, je me demande dans quelle mesure le gris, il vient pas aussi de notre époque là-dessus. Je sais pas. Est-ce qu'il n'était pas gris foncé plus à l'époque de Molière et qu'on le fait plus gris clair aujourd'hui? Je sais pas, parce que dans la dynamique de la scène de dispute et tout, t'as vraiment l'impression que c'est un cri du cœur. Et moi, je pense que c'est des trucs qu'on a tous un peu pensé. Je suis désolée. Si on... Alors, on ouvre les confidences. Moi, je suis pour l'amour inconditionnel où on fout la paix à l'autre. Mais on est d'accord qu'il y a tous un moment où on s'est dit celui-là, si je pouvais le séquestrer, machin. Voilà, on a tous des moments où on n'est pas très glorieux dans notre façon d'aimer l'autre, où on a envie de le contrôler, de fouiller son téléphone ou des trucs pas cool. Et après, on se ressaisit ou pas. Ça, après, chacun met l'éthique là où il a envie de la mettre. Mais dans l'amour, quand on est vraiment dans quelque chose de passionnel et fort, il y a un moment où forcément il y a des choses pas très cool qui nous passent par la tête. Donc là, il y a un côté assumé, il y a un côté. Ouais, donc tu veux dire plutôt que de le voir en gris, il faut se rendre compte que Molière explore les noirceurs de l'âme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais à côté de ça, il est capable de moments d'humanité profonde, cet Alceste, quoi. Je le trouve trop mignon dans la scène d'exposition quand il s'énerve après son pote. Parce que son pote a dit bonjour à un gars, lui faisant une grosse accolade et était pas fichu de dire comment il s'appelait, quoi. En mode, mais tu fais un câlin à ce gars et tu peux pas me dire son prénom, t'es sérieux? Il y a quelque chose, presque un côté scène de couple avec son pote, mais ouais, il y a quelque chose. C'est de la romance. C'est ça, il est tout mignon et en même temps, il est. J'ai pas envie d'être avec, quoi, clairement. Ah non, je veux pas sortir avec Alceste. Je veux pas sortir avec Alceste. Personne veut sortir avec Alceste. C'est ça, et. Ni avec Arnolphe, hein. Et on n'a pas non plus envie de sortir avec Xena, elle. Hein. Oui, non, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des mecs à choper chez Molière? Alors, cela dit, moi, j'ai pas envie de sortir avec Philinte non plus, hein. Ah, c'est une crème, il est toujours d'accord, mais il finit avec Eliante, qui est très douce aussi. Ils sont doux, ils sont gentils. Je vois bien que leur plaid sur Netflix, tu vois. Je sais pas. C'est pas la pire vie, hein, tu sais, en fait. Au sort de 2 ans de Covid, on n'en est pas sorti. D'ailleurs, c'est pas la pire des vies, en fait. Pour moi, Philinte, il est pantouflard et niais, quoi. Il est un peu, les gens veulent des compliments. Ok, il faut être doux en société. Voilà. Et il fait ce qui est attendu de lui, quoi. Alsace, c'est un passionné, un révolté. Voilà, c'est... Oui, il y a de la passion, moi, voilà. chez Alceste. Donc pour moi, en fait, le misanthrope, c'est comme si Molière explorer des facettes de sa personnalité, des envies. On sent comme une espèce d'envie. Chaque personnage est tellement sincère dans ce qu'il dit qu'on se dit « Ah, ça, c'est... Il y a du vécu. » Et on peut retrouver différentes petites choses qui peuvent nous animer par moments. L'envie de plier, c'est concrètement le roseau. On parlait tout à l'heure de la fontaine. Mais après, je pense que c'est compliqué de voir l'humour comme un truc qui serait subversif en soi, parce qu'en plus, de toute façon... On le sait, je sais pas si tu fais des blagues racistes, ça n'a pas grand chose de subversif, quoi. Non. Pour le dire simplement. Si on parle d'humour sexiste, on va fâcher du monde. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose qui est, paradoxalement, vu la position de Molière par rapport à la cour et surtout par rapport au roi, qui est assez étonnant c'est pas non plus le bouffon du roi.
il n'a pas les libertés de, Ouais. de ce qu'ont pu être les bouffons du roi, et encore peut-être que c'est très fantasmé aussi cette question-là. Ouais, clairement. Mais enfin, clairement, il pousse les limites, quoi. Ça, il y a vraiment ça. Alors, il se moque pas du roi, hein, mais Ouais. c'est aussi pour ça que ça marche, parce qu'il permet aussi à Louis XIV de se moquer des personnages de la cour. Mais Ouais. il se moque quand même de grands personnages, et pas que des paysans. Et Louis XIV lui faisait aussi des petites listes de courses, mode tu viseras un tel. Ouais. Ah, Bah, c'est marrant, ça. Le bourgeois gentilhomme, les Turcs, il y avait un petit conflit avec les Turcs, je sais plus. Je crois qu'il y avait une histoire de café, alors je t'avoue, j'ai un peu perdu le fil, je sais plus trop. Non, mais ça, après, Mais c'est de la politique. il s'était pris le bec avec les Turcs et en fait Louis XIV a débarqué vénère et a dit à Molière tu me défonces les Turcs. Tu m'as vendu une tirade tout à l'heure, je crois, de l'école des femmes, et j'avais super envie de l'entendre. Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Celui-là Vas-y. C'est acte 2, scène 5. Allez, go. Mais je te l'ai dit Non, tout mais à là, l'heure. je te mets en mode Netflix, quoi. Je te l'ai dit tout à l'heure, celle-là. Il jurait qu'il Mais m'aimait oui, mais d'une on amour. n'était pas filmé, Claire. Ah oui, mais je crois que je l'avais dit quand on parlait de l'école des filles, la philosophie des dames. Ah, t'as pas fait toute la tirade. Bah, c'est des petits passages, il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, Ouais. des choses que jamais rien ne peut égaler, et donc toutes Oui, les ça, fois tu que l'as je dit. l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue Si, tu l'as fait. certains je ne Non, sais mais quoi pas- dont je suis tout émue. Après il y a le long passage, donc au début de l'acte 2, scène Ouais. 5, j'étais sous les... Après, là, attends. J'étais sous les... à travailler au frais, quand un homme bien fait rencontrant ma vue. Là je l'ai pas en entier. Hein. Je l'ai complètement oublié. Moi, ouais, tu l'as juste avant Ouais. là. Ici, tu l'as vu? Ouais, parce que j'en connais que des bouts, donc il va y avoir des Vas-y, gna non, quand non, j'aurai faut plus. que faut que t'aies les... Voilà, donc là, c'est en fait, Arnolphe a séquestré Agnès, il veut l'épouser, donc il veut la rendre con au possible. Dis-moi, elle en saura. Le lien, c'est qu'on en parlait aussi de l'école des filles et la philosophie des dames. C'est que quand on lit l'école des filles et la philosophie des dames, clairement, l'auteur explique, Molino, je crois, si je massacre pas son nom, explique que en fait, le fait de coucher, ça rend intelligent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait. Bah oui, parce que t'as un truc masculin en toi. Je suis sûre que c'est un truc comme ça. C'est possible, il le dit pas dans le bouquin, c'est possible qu'il y ait cette pensée-là. En tout cas, celle des deux cousines qui avait le Ça moins d'esprit réveille. et qui était pucelle, donc se fait dépuceler et revient avec un esprit, tout le monde est étonné par sa répartie. Et, Oh là là, mais que lui est-il arrivé Voilà. en mode oh, c'est et, mon servier. et Agnès démarre la pièce très con et finit très maline, donc on comprend ok. clairement qu'elle s'est tapée Horace. Mais ça, je comprenais pas au lycée. Ah, Et moi, c'est j'avais après, pas quand tu compris, lis ça, là. tu te dis. J'avais pas compris là, je... Bah, lis l'école des filles, la philosophie des dames, si. et reviens à lui. Je te jure, tu dis, ok, avec Horace, ils ont pas enfilé des perles. Et donc Arnolphe revient et apprend par les domestiques que. La clé de lecture est en fait un verrou. Pardon. La clé de lecture est en fait un verrou. Voilà, c'est ça. Putain, il me fallu 2 fois pour. Oui, d'accord. C'était un peu ça. C'est pas le même siècle. Oui, non, mais oui, mais j'étais très sur Molière. Et donc voilà, Arnolphe, il apprend que il s'est séquestré une jeune femme parce que lui, sa peur terrible, c'est d'être cocu. Donc il se dit, je vais la prendre très jeune. Alors il y a ce passage dégueulasse où il explique que, en fait, il l'a vu, je sais plus la première phrase, mais m'inspira de l'amour pour elle dès 6 ans. Ouais, c'est En horrible. fait, il l'a vue dans une ferme à l'âge de 6 ans et il s'est dit, c'est elle, de l'amour, quoi. Bon, voilà. Ah, il a choisi son chiot. Hein. Je vais dire, il nous a fait une clo-clo, mais ouais. C'est drôle de dire ça. Trop tard. Bon. Continue. Et voilà, donc c'est un peu dégueulasse. Et donc cette fille, à l'âge de 6 ans, il l'enferme. Il l'a fait éduquer à sa façon, donc la religion et surtout rien de romantique, sexuel ou quoi que ce soit, pour qu'elle soit vraiment le plus naïve possible, en se disant si elle connaît pas, elle pourra pas faire, quoi. Voilà. Ce qui est bien naïf. Et à un moment, il se barre à, je sais plus trop où, à ses affaires en ville et tout, et en fait, Agnès se met à jouer un petit jeu de révérence avec un jeune homme, donc elle parle là, et il y a cette scène où Arnolphe comprend, elle explique naïvement, et lui sous-titre dans sa tête, et lui, sa question obsessionnelle, c'est est-ce qu'ils ont couché ensemble? Et il y a ce moment où elle lui dit, il m'a, et je n'ose, vous fâcherez peut-être contre moi, et où en fait, elle dit, il m'a pris et en fait, Le quoi? Le quoi? c'est ça, et le mot attendu à l'époque était pucelage. Et en fait, et à la fin, elle dit il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné, à vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Et lui, c'est passe pour le ruban, mais je voulais savoir. Ce qui est en même temps complètement aussi une image de l'hymen. Mais c'est ça, et c'est qu'en fait, les gens à l'époque ont été choqués, donc dans la critique Ça, de je l'avais l'école des compris quand femmes. même. Dans la critique de l'école des femmes, il revient dessus et il dit ce qui était si choquant, tout le monde était choqué par voilà. Donc c'est une scène un petit peu choquante pour l'époque. Je pense que maintenant on va survivre, ça va. Et donc voilà, donc Arnolphe très inquiet, très très jaloux, il fait partie de cette catégorie des personnages des jaloux de Molière où vraiment les gars ils mettent la dose quoi. Et donc il me dit racontez-moi cette histoire. Il dit « Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès
Un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Donc il se salue quand même beaucoup. Hein. Oui, ce qui est quand même très clairement de la drague. Voilà, là, il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Il faut quand même se rappeler le mouvement que tu fais quand tu fais la révérence. Oui, moi je pense qu'il doit lui refaire la révérence pour qu'elle en refasse une de même et voir son décolleté. Ça, c'est mon interprétation. Et puis en plus, t'as un mouvement de bassin quand tu fais la révérence. Oui, aussi. C'est un mouvement qui peut avoir des incontinences coïtales, de loin. Alors c'est pas faux, moi je me suis toujours dit que si je mettais en scène cette pièce, Arnold, voilà, je pense qu'il la force à porter un truc haut le cou, tu vois, surtout pas quand couvrait ce sein que je ne saurais voir. Là on est dans une autre pièce, mais bon. Et c'est souvent des espèces en fait elles ont au 17e, elles ont des décolletés comme ça, mais elles ont des espèces le truc qui monte, monte, tissus qui montent, mais est-ce qu'ils sont accrochés au cou? Oui, il doit y avoir des rubans pour les accrocher. Et moi je me disais, ce qui serait hyper drôle dans une mise en scène, c'est qu'au moment où elle bascule pour faire la révérence, du coup ça lui fasse un gros décolleté, puis soit là, horrifié, en mode d'accord, l'autre s'est rincé l'œil. Parce que quand même, ça fait 15 révérences qu'il fait. Oui, il y a une raison. Voilà. Donc, et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Alors l'autre qui dit juste fort bien, donc à la réponse très brève, on l'imagine en souffrance. Le lendemain, étant sur notre porte... son frein. C'est ça, on imagine, la réponse très courte aussi montre qu'elle est très décontractée et que lui est tendu. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. « Mon enfant, le bon Dieu, puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir? Il ne vous a pas fait une belle personne afin de maluser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Oh, je me fais mal. » C'est ça. Et ben c'est ça qu'elle va répondre. Donc l'autre, suppôt de Satan, exécrable d'année, tu vois, voilà. Et elle, « Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon, et c'est l'homme qui hier vous vites au balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Donc là, on voit la naïveté suprême, là, on est encore que dans l'acte 2. Hein. Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu, ma surprise est fis-je sans seconde, mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Ce qui reprend les théories optiques du 17e, très, très reprises en poésie amoureuse, hein, mais du rayon de la dame qui part et qui va blesser l'amant et amener la maladie d'amour. Quoi. Voilà, bah là on est complètement dans ça. L'inamoramento. Oui, fit-elle, vos yeux pour causer le trépas, ma fille ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Il languit, il languit. On a tellement envie de le plaindre, le pauvre Horace. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Donc la traduction, si tu veux sauver cet homme, couche avec. Mon Dieu, j'en aurais dit... Il y a au moins battre des paupières. Oui. Mon Dieu, j'en aurais dit une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Voilà. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Donc voilà, et l'autre, il pète un câble. Il dit, tout cela n'est parti que d'une âme innocente, un peu plus loin, il essaye de... Voilà. Et voilà, comme il me vit et reçut guérison, vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance, moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puis sans pleurer voir un poulet mourir? Et elle a même enlevé son fichu pour lui réparer ses plaies, là, pour lui bander ses plaies. T'en es là, hein. Mais clairement, c'est un peu ça. Et un peu plus loin, tu comprends qu'ils ont un petit peu... Ils ont sympathisé. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Bon, après, voilà, ils parlent qu'ils ont donné des sous... Oui, j'y ai pensé. Bah, quoi que c'est vie avec un S, mais bon. Que je le vis. Mais on pense aux vies, oui. Je pense. Hein. Ouais. Enfin, on y pense en tout cas. Et voilà, et après, lui, outre tous ses discours, toutes ses gentillesses, c'est bien beau tout ça, bon, tu lui as parlé, ok, mais ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Et c'est ça qu'il veut savoir. Autant il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Et là, bon, là, il y a le délire avec le ruban, et là, il est pas bien, quoi. Là, on a des stichométies en série, il arrive plus à finir une phrase, quoi, il surventile.
Et à la fin, elle dit non, mais vous allez vous vexer, non, non, et lui pète un câble, non, 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 diantre, que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris? Elle répond juste il. Donc lui, je souffre en damné. Voilà, et donc il y a toute cette scène, voilà, non pas, bon voilà, il est content pour le ruban, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Et là, c'est cette phrase où je vais arrêter. Non, vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Donc là, il faut imaginer la tête du tuteur, quoi. Est-ce qu'elle a conscience de ce tout? Qu'est-ce qu'elle a appris pendant mon absence? Et puis elle a l'air d'avoir appris bien des choses, elle n'est pas encore dégourdie, mais en fait, c'est. Et puis avec ce génie, que c'est du fait même qu'elle est idiote que ça marche. Bah ouais. Mais tu sais pas, et à un moment où tu sais pas si Agnès joue l'idiote ou si elle l'est encore. C'est ça, parce qu'on se doute qu'elle fait l'apprentissage de l'amour pendant la pièce, mais après, c'est aussi ça qui est savoureux pour la mettre en scène, c'est que tu mets le curseur où tu veux. Tu te dis, bah. Là, est-ce qu'elle est encore naïve? Peut-être qu'elle est déjà passée à la casserole. Elle peut déjà complètement le faire marcher. C'est ça, si ça se trouve, elle est déjà complètement. Parce que là, le il, elle passe quand même 2 pages à le faire tourner en bourrique, à pas dire ruban. Peut-être qu'elle est déjà. Voilà, le mec qui est parti, je crois, une semaine, ou voilà. Elle a largement le temps d'apprendre la vie. Voilà. Parce que si tu lis l'école des filles, la philosophie des dames, elle a couché une fois avec son amant, et après, voilà, elle s'est devenue une virtuose des lettres et de l'esprit, et ce que tu veux. Donc voilà, donc moi c'est ça aussi que j'aime bien chez Molière. Comme le nom de l'enclos. Voilà. Mais c'est ça, c'est que finalement ce que j'aime bien chez Molière, c'est que les personnages te laissent quand même une marge de jeu, que ce soit en tant que comédienne, que metteuse en scène, ils sont pas un carton-pâte. Et Agnès, elle peut être... tu peux même la faire un peu sadique, c'est-à-dire avec de l'instruction et qui se venge de toute cette bêtise qu'il lui a infligée. Et où le il, elle le dit vraiment avec un petit sourire en mode... dans la version avec Arditi, c'est ce qu'elle fait, Agnès. Elle le fait bien mariner. Tu sens qu'il y a une forme de sadisme. Ouais, il y a de l'amusement. Parce qu'on peut la comprendre aussi. Le moment où tu prends conscience que on t'a empêché de vivre pendant 10 ans, t'as un peu envie de... Voilà, Et puis elle le connaît parce que... il faut bien être victime pour bien connaître l'oppresseur. Bah ouais. Et c'est là où ce que Molière a bien compris et qui fait qu'on peut avoir ces anachronismes de Molière est féministe. Je pense que c'est plus subtil que ça. Ouais. Qu'un simple féminisme. Bah c'est ça, et puis de toute façon, ouais, féminisme, 17e. Mais tu vois, moi je suis quand même assez étonnée que Molière fasse pas tomber les subventions parce que j'ai peut-être l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui fait tomber les subventions. Bah alors, Molière, par exemple, je sais qu'une année où j'ai fait Avignon, on nous demandait à la sortie pour quelle raison j'étais allée voir à Molière, justement. Pour quelle raison on était allé voir la pièce, donc l'auteur, la compagnie, nanana. Bah toi, c'était Molière. Ouais, et ben en fait, le mec m'a répondu bah ok, comme toujours. Enfin, en gros, tout le monde venait parce que c'était Molière. Et Molière, ça lève des foules. Ouais. Donc, après, Molière subventionné ou pas, bah moi, je suis pas allée jusqu'à essayer de le monter parce que... Mais on est quand même dans un monde où actuellement, il faut pas monter des pièces à plus de 4 personnages. Donc, donc ça, de fait, t'essayes pas, tu peux pas savoir si Molière lève des subventions. T'essayes pas, eux ils avaient Vaux le Vicomte, voilà. Non, ça change des trucs. C'est ça. Et de toute façon, on est de plus en plus en concurrence avec le théâtre semi-pro. Et là, c'est pas une question d'accuser des institutions culturelles, hein. C'est simplement que t'as des gens qui ont un bon niveau en théâtre, pas autant que des professionnels, mais qui ont un bon niveau, et qui font gratuitement ce que des gens font rémunérés. Donc derrière, bah oui, t'es un théâtre, t'as le choix, bah tu prends celui qui coûte rien, quoi. Et du coup, bah toi derrière avec ta compagnie pro, quand t'essaies de monter un spectacle avec 7 acteurs et actrices, bah... Mais tu vois, il y a une dimension qui est... Alors là, je vais te faire aller quand même vers d'autres choses, hein, ouais, mais que je trouve hyper intéressante, et je pense que Molière le permet aussi. Donc Molière a publié lui-même ses œuvres complètes, ses pièces puis ses œuvres complètes. Alors oui, mais sous la contrainte. Ah, c'était sous contrainte. Alors, c'est sous la contrainte. Et parce que d'autres les publiaient pour lui. Alors non, il est publié par lui-même, mais en fait dans ses préfaces, il explique, enfin en tout cas dans une de ses préfaces, je sais plus, je crois que c'est Les Précieux du ridicule. Je suis pas certaine, mais en tout cas... C'est que j'ai lu, mais que là j'ai il explique dans une préface en fait que à l'époque, je sais pas, les mecs devaient tous être hypermnésiques, mais comme ils allaient tous au théâtre, comme maintenant on va voir Netflix, et qu'il n'y avait pas non plus 36 000 pièces, ils allaient plusieurs fois voir, admettons, le Malade imaginaire. À force, ils finissaient par retenir le texte. On retenait mieux, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, toi, quand tu galères à prendre ton texte, tu te dis... ils t'énervent un peu, les gens du 17e, quand même. Et en fait, donc, les gars allaient voir 3 fois la pièce de Molière. Et après, bah, la mode, c'était... je me l'appelle, je suis parisien, il y a les gens en province. Voilà. La tata en province qui n'a pas la chance d'avoir... Je vais lui réécrire la pièce pour me la jouer aussi un peu parce que j'ai la culture à portée de main, moi.
Et donc, bah, forcément, l'erreur est humaine, la mémoire fait des erreurs. Voilà, et en fait, bah, Molière, en tout cas, il explique, alors après, est-ce que c'est vrai, en tout cas, dans une de ses préfaces, il le dit, il dit, bah c'est bon, je médite, c'est pas que c'est quelque chose que je recherche, mais quitte à ce que ça le soit, autant que ce soit de mon propre chef que massacré par des gens qui m'écrivent dans des correspondances. Mais tu vois, on parlait donc du fait, Molière, c'est quand même chose qui se trouve beaucoup dans l'enseignement, surtout collège. Et donc c'est très facile de trouver des pièces de Molière, même si chez moi en fait il n'y en a plus, ce qui est un scandale. Parce qu'elles sont toutes... Ouais, mais elles sont pas là, quoi. Non, mais j'avoue que là, pas retrouver de Molière à part l'école des femmes me fait un peu honte. Mais j'ai quand même le Pléiade là. L'air de rien, j'ai le Pléiade Molière. Non, ça va, franchement. Qu'un seul volume, mais il y en a un. Et là, en fait, je vais faire un tournant. La question de la lecture du théâtre, tu disais, il n'y a que des professionnels qui lisent du théâtre. Toi, donc tu es dramaturge, metteuse en scène, et tu es aussi directrice de collection, d'une collection consacrée au théâtre. Je sais pas si là je te balance ça comme ça, mais ça fait quand même plein d'activités. Éditer du théâtre, ça va pas de soi quand même. C'est super dur. Alors, ça va pas de soi et je m'en suis vraiment rendu compte. Pour moi, c'était normal. J'ai écrit une pièce, j'ai voulu l'éditer. Parce que moi, j'ai un fonctionnement très littéraire, bon, parce que je suis passée aussi par les lettres. Pour moi, je préfère presque... après, c'est pas un choix à faire, mais je préfère presque avoir le livre papier entre les mains que d'aller voir le spectacle monter. Ah ouais, tu vois, plus de satisfaction. Je m'attendais pas de ta part. Pour moi, j'ai vraiment... j'ai beaucoup plus tendance à aller vers le livre que le film ou la pièce, mais... Mais moi, quand je reçois le livre papier d'un de mes ouvrages, mais je suis une maman, tu vois, presque je vais faire des faire-part à mes potes. Alors que je vais voir la pièce, bah, déjà, la seule fois où j'étais montée, c'était par moi-même, parce que je suis pas dans cette recherche de metteur ou metteuse en scène. Mais ça pourrait arriver, tu vois, mais... C'est moins un truc qui spontanément va me... J'ai moins l'impression d'accoucher, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Mais... Non, mais c'est la sacralisation du livre, quoi. Ouais, moi je suis clairement là-dedans, mais en tout cas... Le théâtre vivant, ça évolue en permanence aussi. Enfin, t'as toujours des petits ajustements, des trucs que tu changes au minimum. Bah surtout, maintenant j'y fais attention avant d'éditer, mais des fois quand tu fais dire le texte à tes comédiens et comédiennes, tu te rends compte qu'il y a des choses qui passaient bien dans ta tête et ça ne marche pas. Et ça, c'est génial le travail en plateau pour ça. En tout cas, il y a un salon d'auteurs et autrices de théâtre à Mandelieu-la-Napoule tous les ans. C'est le salon de France, voilà. Et en fait, c'est en parlant avec les autres que je me suis rendu compte que bah, moi, c'était important pour moi d'éditer et que la plupart, c'est surtout être joué. Et je me suis dit, ah d'accord, je suis un ovni, d'accord. Comme d'habitude. Et mais ouais, toujours. Mais la plupart, il y en a même, ils s'imprimaient avec leur machine, enfin leur imprimante, tout bêtement, et ils reliaient le truc vite fait, et puis ils l'amenaient comme ça, et puis ils te le donnaient, c'est tiens, c'est mon texte. À l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, et moi ça me faisait vraiment bizarre. Par contre, eux étaient joués, ils étaient tout contents de dire ah t'as vu, et on n'était pas dans la même démarche. Hein. Moi j'ai mis longtemps à me déposer à la SACD en me disant ce serait quand même pas con. Donc moi c'est vraiment important pour moi. Pour moi l'écriture de théâtre, ça a toujours été, le théâtre a toujours été un genre littéraire important. Et c'est vraiment en commençant à prendre cette collection théâtre, donc je l'ai récupérée en juillet dernier. Alors, 2021. C'est où? Ça s'appelle comment? Alors, c'est les éditions Ex Aequo, c'est une maison d'édition qui est dans les Vosges, qui est très généraliste. Il y a vraiment plein de collections, il doit y avoir une quinzaine de collections, si ce n'est plus. Et donc, la collection théâtre était en friche et à l'abandon, parce que voilà, le théâtre n'étant pas lu, c'est très compliqué. Moi, je me suis dit, c'est génial. Enfin, pour moi, on m'offrait un cadeau, quoi. Alors que c'est le truc qui n'intéressait pas. Et en fait, du coup, je suis rentrée dans cette maison d'édition par la poésie. J'ai été éditée en tant que poétesse, donc dans la collection à l'envers. Ça permet de dire aussi les autres choses que tu as pu faire et que je n'ai pas mentionnées, donc c'est super. En même temps, parce que tu es aussi modèle. Oui, enfin, voilà. Là, je me suis mise au cirque récemment. Oui, ça va. Ce qui n'étonnera personne. Ouais, je fais du funambulisme là, il y a 2 semaines, oui, en stage intensif. Ça. Oh, d'ailleurs, je vais couper ce passage. Oui, faut mieux. Donc voilà, donc je suis assez polydisciplinaire, mais voilà, pour moi en tout cas, quand j'ai récupéré cette collection, donc je suis arrivée par la poésie, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de directeur ou directrice de collection de théâtre. Donc toi, parce que t'as été éditée en fait. Ouais, et je suis arrivée, et on m'a fait, bah ouais, vas-y, trop bien. Et là, moi, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie, quoi, j'avais ma collection de théâtre. Et donc, j'ai travaillé la remettre sur pied et tout avec ma directrice de la maison d'édition, donc. Et on lui a refait un visuel, on lui a donné un petit coup de neuf et on a édité là 5 ouvrages sur la fin 2021, deuxième moitié 2021. Beaucoup, hein. Ouais. Et en fait, on n'a pas trop de mal avec les appels à texte à trouver des auteurs et autrices parce que tout simplement, l'édition de théâtre, c'est soit les grandes boîtes comme Actes Sud. Je te laisse parce que tu vas l'abîmer. Comme ça, tu peux bouger les mains et je te le repasse d'après. Ah, mais la bibliophilie. Me surveille.
Donc, tu mets des grands coups là dans ton livre. Ou mes cheveux, ça va. Donc les grandes éditions. T'as Actes Sud, Les Solitaires Intempestifs, La Vincennes, ce genre de... Et puis après, bon là c'était un GF, mais ça c'est du scolaire quoi, c'est encore autre chose. Ouais, et en fait, pour éditer, faut être dans ces catégories-là. Ouais, l'Arche aussi, mais voilà, ces grandes boîtes en fait sont assez fermées dans une esthétique assez définie. Je ne critique pas, mais en tout cas, ils ont un style très défini. Ah, mais t'as pas de vaudeville, là, par exemple Non, et c'est, ça ressemble à ça, ce qu'on peut trouver dans les scènes nationales. Là, ce que j'ai, c'est Brecht, Sarah Kane, truc que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que... C'est ça. Les Artistocrates, donc ça avait été édité... Ça serait pas passé, clairement. Chez l'Harmattan, dans la collection théâtre de l'Harmattan, c'est différent, quoi. C'est ça, et en fait, c'est des... Alors, moi, c'est un théâtre aussi que j'aime bien, mais ça fait très scène nationale, comme théâtre subventionné, j'ai envie de dire. Scènes, quoi. Et en fait, c'est une sorte de milieu assez fermé. De toute façon, le milieu des subventions en matière d'écriture de théâtre et après d'édition, c'est un milieu où il y a quand même une recherche esthétique globale et où quand t'es pas dedans... et donc on se retrouve avec des gens qui écrivent très bien et qui n'ont pas forcément de maison, donc qui finissent à l'Harmattan. L'Harmattan où là j'ai le droit de critiquer un peu. Alors on reste très poli et voilà, donc on peut dire des choses factuelles. Mais oui, bien sûr, je suis pas... Non, mais moi je rappelle. Tu fais bien. Non, alors donc voilà, donc l'Harmattan, en fait, t'as été payé par l'Harmattan. À l'époque où j'ai édité, et ça c'est très factuel, je devais acheter les 50 premiers exemplaires de mon livre. Ce qui est quand même... Alors l'Harmattan, c'est une très grosse maison d'édition, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis un peu là pour tout le monde. Et il y a vraiment à boire et à manger chez l'Harmattan, c'est extrêmement important que l'Harmattan existe. Pour beaucoup de types de littérature et d'études, et en SHS, l'Harmattan, c'est vraiment ultra important que ça existe. On nous déconseille globalement de publier chez l'Harmattan parce qu'il y a ce genre de conditions, et en même temps il y a des livres qui n'ont pas trop leur place ailleurs, et c'est ce que tu dis un peu pour le théâtre. Et il y a des collections chez l'Harmattan, je te citais celle de Claude Blanquert qui est une collection d'histoire des sciences humaines, donc c'est très spécialisé et qui est extrêmement réputé par exemple, mais bon, quand tu connais ce genre de mais il y a une sélection dans la collection théâtre aussi, il faut une sélection. Ah oui, il y a des sélections par contre. Mais c'est ça qui est un peu rageant, parce que t'as des choses qui sont comptes d'auteur, mais t'as quand même en fait, des sélections d'éditeurs et c'est vrai. Et là je suis quand même abonnée à la newsletter de l'Harmattan pour voir les publications en philo sciences humaines, en féminisme, ils ont une bibliothèque, une collection de dingue, ils sont ultra bons. Et moi ça m'arrive d'acheter leur pièce de théâtre, tu vois, parce que les auteurs y sont quoi. Donc c'est voilà, non mais c'est compliqué parce que moi c'est vrai quand j'étais en master début de thèse, on entendait dire du mal de l'Harmattan et depuis au moins pour la partie universitaire, c'est beaucoup plus contrasté et voilà, il y a déjà sur les livres eux-mêmes. Et on va même dire sur le travail éditorial. Cela dit, quand je dis que c'est contrasté, c'est qu'on peut parler des contrastes. Voilà, alors après, moi je n'ai pas levé le poing contre l'Harmattan, j'explique juste actuellement ce qui s'est passé. Pour toi, pour c'est qu'en fait, on est sélectionné, donc là ça ressemble à du compte d'éditeur, c'est on t'a lu, on t'a vraiment apprécié, on te prend. C'est pas les mecs qui te répondent au bout de 2 heures. Une vraie sélection, quoi. Ouais, c'est pas les éditions qui apparaissent les premières sur Google et qui te. Voilà. C'est une vraie sélection quand même. Voilà. Par contre, alors à l'époque c'était 50, c'est passé à 30, j'ai appris. On te demande d'acheter tes 30 du coup maintenant premiers exemplaires pour rembourser les frais d'édition. Donc ça ressemble quand même à du compte d'auteur, à un moment où on te demande de prendre toi les risques. Voilà. Alors ils te les éditent, mais c'est toi qui possèdes les volumes. Bon, il y a quand même un truc... Ouais, c'est un peu bizarre. Et en fait, le problème qui va se poser, c'est d'un point de vue des institutions d'édition. C'est quand tu vas demander des aides, contacter le CNL ou des grandes boîtes, en fait... T'es dans un entre-deux, t'es ni à compte d'éditeur ni à compte d'auteur, donc niveau sérieux, t'es pas pris très au sérieux, donc tu ne peux pas rentrer dans les enjeux et dans les attentes. Ce qui compte beaucoup pour avoir accès aux ateliers d'écriture, animation, ateliers d'écriture. Et aux bourses, aux résidences. Aux résidences, pour toi, tu dois faire de l'animation théâtre aussi avec des jeunes, des choses comme ça, tout ça, ça compte quoi. Et c'est ça, et c'est que, en fait, y a une... Alors, est-ce qu'il y a eu un travail éditorial sur ton manuscrit ? Non, tu te corriges tout seul. Ils te mettent en page, mais bon, voilà, c'est ça, il n'y a pas un effort non plus. Mais oui, ils font la mise en page. Ils font ta couverture, mais avec l'image que tu leur proposes. Je suis à peu près sûre que je leur filerais un babouin, ils l'auraient mis, tu vois. Voilà, tu sens qu'il n'y a pas de... Personne va te contacter en négociant ton esthétique. Voilà, tu sens que c'est un peu une... Et voilà. Et là maintenant c'est très gros, ça peut dépendre aussi des collections, quoi. Ouais, et surtout, il y a énormément de publications à l'année, c'est un peu à la chaîne, ils publient beaucoup, donc du coup, moi je le vois, là j'ai 3 auteurices qui sortent en même temps,
Et là, je fais attention à espacer de 2 semaines pour pouvoir bien m'occuper de chacun et tout. Parce que ça veut dire les annoncer sur les réseaux sociaux, ça veut dire en prendre soin, les inscrire à des prix littéraires. Il y a des démarches d'accompagnement. Quand on édite l'équivalent d'un auteur par jour, je dis ça, mais je ne suis pas sûre des chiffres, mais en tout cas beaucoup. Je ne veux pas le faire clairement. Moi, j'ai dû avoir 2 contacts avec mon directeur de collection à l'époque. Voilà. Et là récemment, donc je vais pas citer, c'est pas méchant, mais je vais pas citer l'institution du livre avec qui j'ai eu contact, et j'avais apporté à cette personne mes livres. Je lui ai dit voilà, cadeau un peu diplomatique, et elle a pris tous mes livres sauf Les Artistocrates en me disant ouais, mais ça c'est des Harmattan. Et c'est une personne qui est dans des endroits où on subventionne. Oui, ça te donne, alors, ça veut pas dire qu'elle a raison, mais ça donne une idée du fait que ça te rapporte pas ce que t'apporterait une autre publication. Donc ça veut pas dire que l'Harmattan est pas bien, ça veut dire que l'Harmattan n'est pas reconnu. C'est ça, mais actuellement c'est aussi un peu... Et c'est pas toujours usurpé non plus, et que ça peut être très variable selon et les auteurs et les collections. Et j'ai beaucoup discuté avec des auteurs et des autrices de théâtre lors du Salon du Livre à Mandelieu-Naples il y a quelques années, juste avant la Covid. Et en fait j'avais parlé avec le parrain de l'époque qui était un grand auteur de théâtre et qui me disait pour pas aller à l'Harmattan, comment on fait, voilà, le mieux c'est encore de s'éditer soi-même. Et lui m'avait dit écoute, si t'aimes pas l'Harmattan, le mieux encore à la rigueur c'est l'auto-édition. Et on a l'impression que c'est l'Harmattan, le théâtre institutionnalisé, c'est dur à dire, ou son imprimante. Ouais, ou maintenant Execo. Ouais, et c'est ça. Et c'est qu'en fait quand j'ai récupéré cette collection, pour moi c'était vraiment une aubaine de dire en fait il y a des gens qui écrivent bien, qui ne font pas ce qui plaît aux... large, solitaire intempestif, etc. Et qui ne font pas ce type d'écriture. Et on peut leur donner une chance, une place. Et c'est génial. Et du coup, ce qui est hyper agréable dans mon travail, c'est que je lis vraiment des tapuscrits de qualité. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des choses géniales, mais je passe un temps génial à lire les tapuscrits parce que il y a vraiment des gens qui sont heureux de m'envoyer leurs textes, alors qu'on n'est pas une maison d'édition très connue en théâtre. Parce que, voilà... Donc ça c'est vraiment génial, c'est qu'il y a une place. Et ex-aequo, c'est autant ex-aequo parce que les auteurs sont égaux et les autrices sont égales au sein de la maison. C'est-à-dire il n'y en a pas un qui va toucher plus de pourcentage en fonction de la renommée. Mais c'est aussi parce que les collections... Moi j'ai même cru que c'était une arnaque quand je suis arrivée. Quand on m'a dit t'es à 10% en poésie, 10% en droit d'auteur... Elle est où l'arnaque? Et j'ai lu le contrat et tout, je fais non mais c'est sérieux. Et c'est vrai, j'ai été à 10% en droit d'autrice, et c'est pareil en théâtre. Alors ce sont des collections moins lues, donc où les autres maisons d'édition vont avoir tendance à mettre moins. Comme pour la jeunesse, quand il y a des collections jeunesse, les illustrations, enfin... Et on a des conditions optimales, c'est-à-dire que mes livres, je les ai à moins 50%, donc si je les vends moi-même, j'ai quand même une bonne marge. Là, mon recueil Musc qui est à 10 €, je vais me faire 5 balles à chaque fois que je le vends, donc c'est génial. Et l'Harmattan, je crois que c'était moins 30%, tu vois. Donc on est plus considéré et plus aidé. Et moi, je vois tout le travail qu'on a. Des tirages... Alors, nous, on est sur un système qui s'appelle Book in Progress. Donc, on a des stocks, mais c'est aussi à la demande. C'est un nouveau système qui se met en place. Les gens qui me suivent en ont souvent entendu parler chez François Bon. Ok, donc voilà. Donc, ça ce qui explique aussi pourquoi ces conditions sont meilleures, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas le système de distribution qui colle les bouquins partout en librairie. Mais de toute façon, c'est très compliqué d'entrer dans ce système. Mais de toute façon, on n'a pas de diffuseur, on a un distributeur d'Odin, mais la diffusion, c'est aussi à chaque directeur de collection, il y a vraiment un côté humain. Donc moi, on m'a donné cette collection parce que le théâtre, c'est mon truc. Donc ma directrice considère que je suis apte à aller dans des librairies, à repérer où il y a du théâtre, parce que je suis une consommatrice de livres de théâtre. Donc je sais dans quelle librairie aller et dans quelle ville. Et chaque directeur ou directrice de collection... C'est vrai que les rayons théâtre, ils sont pas souvent épais dans les librairies. C'est ça, mais du coup, comme je suis aussi une lectrice de théâtre, je sais où aller les chercher. Et chaque directeur ou directrice est un spécialiste de son genre et apte à aller, plutôt qu'une diffusion de masse. Oui, ça vise du bouche à oreille, quoi. Et c'est vraiment un travail de passionné. Là, je vois un de mes camarades, donc Florent Lucéa, qui est le directeur de la collection Encre sèche et hors cadre, donc les collections graphiques, lui, il habite à Pessac. Alors que la maison d'édition est à... C'est marrant. Ouais, c'est hyper dense. Il y a du talent dans le sud-ouest. Et écoute, il y a un nid, en tout cas, ex-aequo, clairement. Et alors lui, c'est très rigolo, parce qu'il est auteur de théâtre dans ma collection, et moi, je suis autrice, et je suis en train d'éditer chez lui dans 2 semaines, là. Donc on se croise. Et en fait, on travaille beaucoup ensemble, on va aller démarcher des maisons d'édition ensemble, des librairies, merci, ensemble. Et donc, il y a vraiment une entraide. Sur les réseaux, on échange entre nous, les salons du livre, on se file les infos. Et c'est vraiment un travail de passionné, et on essaye aussi d'avoir des auteurs assez actifs. On va quand même le dire, travail de passionné, parce qu'il est aussi assez peu rémunérateur. Ouais,
Voilà, non, mais il faut conditions c'est matérielles, comment clair. on vit, il te fait pas vivre ce travail. Non, parce que malheureusement, c'est pas possible. Parce que ça rapporte pas ça, mais par contre, ça amène d'autres choses. Après, c'est le système de la chaîne du livre, c'est que tout le monde veut. Voilà, t'as le distributeur qui quoi. demande, le diffuseur qui demande, le libraire qui dit moi je me fais avoir. Et déjà que l'auteur est pas payé. c'est ça, donc à un moment, le directeur de collection ou la directrice de collection fait ce qui reste dans le. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail qu'on fait aussi. Moi, je le fais énormément par amour du théâtre et par envie que les gens se mettent à en lire. Parce que dans le secondaire, je vois mes gamins, quand j'ai fait du collège un petit peu, quand on leur montrait du théâtre, ils disaient c'est cool, c'est que du dialogue, il n'y a pas de longue description et c'est bref. C'est plus compliqué que ça. Oui, non, mais dit par un enfant, hein, je dis, c'est pas mes mots à moi, mais les gamins ils disent ah, c'est court, il y a du dialogue, voilà. Ouais, mais ils ont eu ça hein, sur Fed. Oh, bah ça va, c'est pas trop long. Oui, mais voilà, non, mais ils me disent ça, et puis ils ont bien aimé. aiment. Mais voilà, c'est ça. Mais je le dis volontairement avec le mot naïf que j'entendais, c'est pas mon propos. Moi, c'est pas pour ça que j'aime le théâtre. Et voilà, donc ils allaient plus spontanément vers le théâtre, donc à quel moment ça se perd? À quel moment on arrête d'en lire, puisqu'au collège ça passe bien, au lycée on aime bien, et après Ben en fait, après on fait plus de français. Ouais, et. Non, mais c'est vrai, hein. Mais pourquoi est-ce qu'on garde des habitudes en roman? Ah oui, ben ça c'est. Ben parce qu'on a l'impression que le théâtre, il faut y aller en fait. Alors peut-être. Moi, ce que j'entends des fois, c'est oui, mais finalement, une pièce de théâtre, c'est comme un scénario de film. Alors je dis, bah non, une fois que t'as fait ton film, t'as le scénario, voilà. J'entends beaucoup ça, moi. Ça c'est dit, hein, les scénarios de films malgré tout, même si c'est moins majeur J'en que le ai, théâtre. ouais, mais j'en ai, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Et t'en as qui ont l'impression que c'est une étape. Moi, j'ai tendance à penser comme ça un comme bouillon, une. Ouais. Mais après, c'est. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui vont lire des partitions de musique sans les jouer? Et moi, je trouve que l'intérêt, c'est que c'est comme une grande chaîne artistique, et c'est ça que j'aime dans le théâtre, le côté très vivant et où on travaille avec les autres métiers. C'est-à-dire que le livre papier, c'est un propos. La mise en scène, c'est un autre propos. Le jeu, c'est un autre propos. Et c'est finalement presque un cadavre exquis. Et moi, je trouve ça assez génial, et ça m'a donné beaucoup de peine, ça, sur ma première pièce de théâtre, donc Les Aristocrates. En fait, je me suis rendu compte que se mettre en scène, c'est hyper compliqué, parce que j'ai déjà tout dit en écrivant. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis sur le cadavre exquis. On a parlé de la non-potéonisation de Molière. Franchement, si t'as pas envie de rajouter de trucs, j'ai envie de garder ça en conclusion parce que c'est trop beau. Bah vas-y. On fait ça? Vas-y. Alors je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Claire. Okay. Ah non mais c'était super dense, mais je pense que là ça fonctionne vraiment bien. Ouais, franchement oui. C'est beau hein, en cadavre exquis comme ça, je suis là waouh. Elle a le punctum, on le garde. Non mais ok. Merci. Avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.